La valeur d'un homme ne doit pas se mesurer à ses efforts exceptionnels, mais à ses actes habituels. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 23 octobre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle émission de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans et surtout sur les réseaux sociaux pour nous suivre chaque matin de lundi au vendredi entre 7h et 9h heure d'Afrique centrale. Nous sommes entrés de plein fouet dans le week-end, c'est le premier jour du week-end. Eh bien, nous allons vous souhaiter bon début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Mange Venasius, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Today is Friday, and there's this air of, finally we've come to the end of the week. At least we're able to, maintain our engagement, our assignment towards our viewers to make sure that we are there every morning. And Steve, permit me this morning to greet the new city mayor for Kumba. Kumba had the elections yesterday, and the tables turned. It's always painful when you test power and then the party is taken away from you within a short period of time. Because the new city mayor in Kumba, who was voted, in February, after some months in office, and there were, some issues, a different one came in yesterday. So I want to greet the new mayor of Kumba, Mr. Greg Mewano. He was voted yesterday, beating the incumbent Victor. Même si le problème va aller au parquet? No, this was already election rerun. Unless Victor Nkelengo would want to take it again to court. But according to what the papers are telling us, he was voted out, so... Bon, en tout cas, l'affaire n'est pas encore terminée. Hein. We hope that it should not On verra bien. Mais pour l'instant, l'affaire n'est pas encore terminée. Yes. Jackson John, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Kumba. Il y a des amis là-bas, Evelyne en l'occurrence. Je salue également ceux qui nous regardent. Il donne tous les prénoms, il ne donne pas les noms. Bamenda. Il dit Evelyne, il y a 1 million d'Evelyne quand même du côté de Kumba. Hein? C'est une ancienne collègue. Elle était d'abord ici, c'est une ancienne collègue. Elle travaille dans le cabinet justement de celui qui est parti. Non, c'est pas la question. Je vous parle du nom d'Evelyne. Evelyne Metougué Evelyne. D'accord. Au moins dites comme ça. Pour que tout le monde comprenne. Sauf si vous cachez une autre histoire derrière. On vous comprend parfaitement. Pour même que Evelyne Metougué. Ah, ok, si vous cachez rien du tout. Messieurs, c'est le week-end. Enfin, c'est le début du week-end. Nous sommes le vendredi. Vous disiez que vous n'allez pas travailler le week-end, mais dans les jours à venir, on va travailler le dimanche. Hein. That's what it appears, Steve. We have no choice. Bon, c'est une information qu'on va donner. C'est un secret de polichinelle parce que le débat à grande nature, en tout cas, de DBS Matin, on aura un grand débat tous les dimanches à partir de 14h. Ce sera justement le premier dimanche du mois de novembre. Donc ne vous inquiétez surtout pas pour ceux qui nous demandaient de faire un grand débat. Donc on aura l'occasion justement de le faire dans les jours à venir. Messieurs, puisque vous êtes là, c'est pour la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mange Venasius. For this edition of Press Review this Friday, the 23rd day of October 2020, we begin with the government-owned Cameroon Tribune, looking at business climate in Cameroon. On pages 2 to 3, with the 7 engagements taken to relaunch the economic sector, this was during the 11th session of Cameroon Business Forum, which rounded up in Yaoundé, in which they adopted possible ways to come out from the COVID-19 effect. And the paper says these 7 points are expected to be implemented as from next December. Read the paper for the various steps to be taken. On page 5, Cameroon Tribune informs us that Gregory Mewano is the new city mayor for Kumba City Council. He beat the incumbent Victor Nkelengo by 42 votes to 33 yesterday during an election rerun. Then in sports, the paper on page 29 tells us that Olembe Stadium could be used for the upcoming Shan 2021. After visiting the construction site of the sports complex in Yaoundé yesterday, the Minister of Sport and Physical Education raised possibilities of using the training fields there for the upcoming competitions. As we read,
in today's edition of Cameroon Tribune. The Guardian Post newspaper opens today's edition with Kumba City Mayor elections rerun, telling us that Gregory Mewano floors Nkelengo. On page 3, the paper looks at the casualties and implications of incumbents' defeat. On page 2, we read that French lawmaker shames France over their silence on the Anglophone crisis. Then on page 5, at the 11th Cameroon Business Forum, the paper says Prime Minister unveils roadmap to boost a business sector. He was speaking yesterday while chairing the 11th edition of the Business Come Together in Yaoundé. Still talking economic issues, L'Economie newspaper on page 2 says the International Monetary Fund has disbursed a second financial assistance to help fight the COVID-19 pandemic. The paper says the announcement was made after the board meeting of the Bretton Woods Institution that held last October 21st. In politics, Le Jour newspaper comes back to the September 22nd protest, asking what has become of the protesters of the MRC party, as Maurice Kamto is still held under house arrest. Alain Foguet and Bibo Nesak were not released from their cells to attend their hearing yesterday at the Mfundi High Court. Read for details on pages 2 to 3 of Le Jour newspaper. We take a Sengang newspaper that has their interest on road projects on page 3, saying the Prime Ministry sings Nganu Njumisi as he has continued to fail to give the deadlines for the reception of various projects ongoing in the country. Le Messager newspaper on their part is looking at the road safety project, and in an investigative write-up says the Minister of Transport is being accused of plagiarism as the concept of road safety project was not from him, as he claims. Then the Voice Weekender newspaper, talking about same-sex marriages, asks if Pope Francis is set to desecrate age-old tradition. Read for details in today's edition of the Voice newspaper. From South Africa, we begin papers out of Cameroon with the Sowetan Live newspaper telling us that Deputy President David Mabuza says the South African government was, quote, napping regarding COVID-19 corruption, saying that some of its procurement system left much to be desired, and that is why the president has called on those concerned to try and revamp their procurement system. The deputy president was speaking while answering questions from MPs about the widespread allegations of corruption related to procurement of personal protective equipment and other social assistance interventions. In Uganda, the Daily Monitor newspaper reports that a senior police officer under Old Kampala Division has been arrested on allegations of shooting dead a rape suspect. The police spokesman for Kampala Metropolitan Region said the man was alleged to have raped a woman in Lugala on Wednesday. We remain in East Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe telling us that President Mnangagwa has assured Zimbabweans that the economy is poised to grow considerably on the back of the success of policies that have fixed the economic fundamentals, such as the Transitional Stabilization Program, the foreign currency auction system, and stimulus packages for manufacturing, agriculture, and tourism. The president was speaking yesterday as he gave the State of the Nation address. In Rwanda, the New Times newspaper on their part tells us that President Paul Kagame yesterday made a case for heightened vigilance as schools resume physical learning globally, saying that ensuring the health and safety of learners is paramount. The paper tells us that President Paul Kagame was speaking at the Global Education Meeting aimed at discussing strategies to ensure that the pandemic doesn't reverse decades of progress made in education in Rwanda. Out of Africa, we take the Times newspaper in Britain that writes that there has been £2 billion lost to criminals in follow cash fraud as organized crime gangs target
taxpayers' money in Great Britain. We take the Guardian newspaper on their part on page 4 that says Sunak forced to dig deeper amid anger at level of support for jobs. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this last day of the week. Merci beaucoup pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite. On va commencer d'ailleurs par retenir la grande une de The Voice qui revient d'ailleurs sur les propos, il faut le dire, du pape, on va le dire comme ça, François. On parlait en tout cas qu'il acceptait le mariage entre personnes de sexe. Même sexe. Bon, on se pose la question de savoir s'ils sont réellement ces propos. Allez savoir. Oh, ben vous savez, jusqu'à preuve de contraire, on sait pertinemment que le lobby gay a besoin justement que le pape en parle. On aurait dû parler de ça ce matin, mais on ne va pas leur donner cette occasion et cette opportunité. On va également revenir avec The Guardian Post ce matin qui revient sur la reprise de l'élection du maire de la ville de Kumba. Eh bien, Grégory Mewanou est le nouveau maire, mais pendant ce temps quand même, il y a un autre problème, c'est que l'ancien Kelengo va justement l'amener du côté des tribunaux. Allez savoir justement ce qui se passe du côté de Kumba ce matin. Occasion pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue française avec Jackson Jock ce matin. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui évoque le climat des affaires avec 7 engagements pour la relance. La 11e session du Cameroun Business Forum s'est donc achevée hier du côté de Yaoundé par l'adoption d'une feuille de route en 7 points à mettre en œuvre dès décembre prochain. Il s'agit justement d'accélérer le processus de création d'entreprises, de digitaliser justement les informations au profit du secteur privé, de faciliter l'accès à l'électricité, de réduire les coûts d'importation du cacao et d'importation des pièces de rechange automobile, entre autres. Pour le quotidien Mutation, c'est un appel d'air du secteur privé qui a rappelé les effets dévastateurs du coronavirus sur les entreprises dans le journal, ce qui est attendu du gouvernement. Le quotidien de l'économie évoque la coopération avec le second financement du FMI pour lutter contre le Covid-19. En tout cas, l'annonce a été faite par le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, tenu donc le 21 octobre du côté de Yaoundé. Le projet de la sécurisation routière est à la une du quotidien Le Messager avec l'ombre et lumière autour d'un vrai faux plagiat. Enquête sur un projet de sécurisation routière par lequel des cybercriminels accusent le ministre des Transports d'avoir usurpé la paternité aux grandes dames de son véritable concepteur. Le journal Essingan parle des chantiers routiers, la primature Hambourg-Benganou-Djomessi, englués dans des prises d'intérêt dans de juteux marchés de route. Des collaborateurs du Premier ministre font la guerre au ministre des Travaux publics qui ne finit pas de remettre à plus tard les délais de fin et de réception des différents travaux en cours à travers le pays. En politique, le quotidien Le Jour se demande que sont devenus des manifestants du MRC du 22 septembre dernier. En tout cas, selon le journal Maurice Kamto, toujours bloqué chez lui, Alain Fogué et Bibou Nissak n'ont pas été extraits de leur cellule pour l'audience prévue hier au tribunal de grande instance du côté d'Umfundi. Le journal Le Courrier parle d'alternance démocratique au Cameroun avec le Grand Nord qui prépare l'après-Biya. Selon le journal, la stratégie de positionnement politique des 3 régions septentrionales pour la gestion du pouvoir exécutif dès 2025 est une manœuvre assumée et revendiquée par le mouvement 10 millions de nordistes. Le quotidien La Nouvelle Expression évoque un fait divers à sa grande une. Elle gifle un sénateur. Le journal de Séverin Tchounke nous fait savoir cette commerçante qui a réagi à une violence du membre du Parlement qui a renversé abusivement son commerce. Le journal parle de l'inédit. Le journal Entrepreneur nous renseigne que Doualaire réclame 2 milliards de francs CFA à Camerco. Il y a quelques jours, cette entreprise citoyenne mettait à la porte 77 personnes du fait de la crise sanitaire, mais plus principalement pour des créances non recouvertes auprès de certaines entreprises.
Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre Covid-19, ne rien négliger. Cite au regard de nombre d'indicateurs, il conclut à une stabilisation de la pandémie. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, juge l'essentiel. Aucun point dans le dispositif sanitaire. L'objectif est justement d'éviter l'apparition d'une seconde vague comme on le constate ailleurs. Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent la présidentielle 2021 avec une concertation politique prévue à Mandengou. En effet, dans la perspective de l'élection présidentielle 2021, une concertation politique aura lieu courant le mois de novembre à Mandengou. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a donné cette information aux acteurs politiques de l'opposition et justement de la majorité à la faveur d'une réunion organisée le 22 octobre du côté de Brazzaville. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa parle des enjeux de l'heure entre dissolution du Parlement et nomination d'un informateur. Ce vendredi 23 octobre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'adresse à la nation à en croire un communiqué de son directeur de cabinet. Pour maintes observateurs, il n'est pas exclu qu'après avoir désillusionné le FCC en recevant le serment de 3 juges constitutionnels, Félix Tshisekedi force le départ du Premier ministre absent de la cérémonie pour insubordination. Direction la France avec le journal Le Figaro qui titre Covid-19, où en est vraiment l'épidémie. Le Premier ministre a souligné jeudi la gravité de la crise sanitaire. Le journal fait le point sur la seconde vague. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui parle d'un avis de tempête Barcelone Real Madrid, c'est donc demain après la défaite à domicile mercredi en Ligue des Champions. Zinedine Zidane apparaît de plus en plus fragilisé. Le Classico sera donc déterminant pour son avenir. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs. Le Classico c'est quand? C'est demain? Non, après. Après. Oui. Bon, on espère bien que bon et que... Oui, le Classico c'est demain. Voilà, les amoureux du foot, tous sont devant les téléviseurs. Absolument. Et en ce moment, les femmes vont d'abord oublier les télécommandes. Hein. Les télécommandes, oui. Ouais, vont remettre les télécommandes parce qu'on ne sait jamais. Messieurs, revenons avec la grande une de nouvelle expression ce matin qui nous parle de cette dame qui a giflé un sénateur parce que ce dernier avait renversé son commerce. C'est quand même... un peu bizarre de savoir quand même que quelqu'un renverse le commerce d'une dame. C'est une affaire qui fait grand bruit dans les réseaux sociaux. Oh non, c'est justement, oui, actuellement, c'est une affaire qui fait un très grand bruit dans les réseaux sociaux. Il se trouve que c'est le sénateur Mbamba du côté de Kribi qui a été justement giflé par une commerçante du fait que il a renversé son commerce et puis... dans la voiture ou bien? Pas dans la voiture, il est descendu de sa voiture et puis il se trouve qu'il demandait aux gens de déguerpir. Et il a donc balancé le commerce d'une femme qui n'a pas vu cela d'un bon oeil. Et puis, elle a également... Je vous poserai une question aujourd'hui. Les sénateurs déjà demandent... C'est pas leur rôle. Steve, that's what I was laughing. That's why I was laughing because there are some of us, you know, there's an English adage that says, you are more royal than the king. When you are more royal than the king, you receive such kind of treatment. I believe that anybody in the shoe, you don't know what that woman was going through already. Maybe she left the house, her children are sick, maybe she doesn't even have money for that, and she's struggling to meet up. What is the senator doing in the market to come and even turn over somebody's table, you know, business in the market? And you don't know the cost. Maybe the woman borrowed money to come and try to sell that to make both ends meet, and then you come because you are a senator and you think that you do that. Once you come down to that level, they give you such type of a treatment. Je vous pose encore la même question. Je vais me répéter. Les sénateurs renversent déjà, je veux poser la question. C'est pas leur rôle. En réalité, les sénateurs, leur rôle c'est quoi? Ils sont même beaucoup plus chargés pour la décentralisation. C'est leur rôle même au niveau de la décentralisation. Mais ils ne doivent pas agir dans les marchés. Ils doivent agir dans les mairies. Bon, je pose dans les questions, je vais vous poser encore la même question. Bon, d'accord, le sénateur est devenu le maire? That is the point. C'est ça la grande interrogation. Comment se fait-il qu'un sénateur... Et pourquoi? Parce que justement, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le premier cas. Il se trouve que c'est lui-même le président de Kribi. C'est-à-dire de ce côté là-bas, personne ne parle. Si vous faites même une information à son encontre, monsieur, vous avez des problèmes. Soit il vous traîne en justice, soit tout est acquis à sa cause. Soit on vous amène à la gendarmerie, soit alors on va vous faire du mal. Donc c'est quelqu'un qui a
traumatiser toutes ces populations de ce côté. Je ne comprends pas comment un sénateur peut se permettre de descendre de sa voiture, même s'il trouve que les gens sont au beau milieu de la route. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que les sénateurs sont pour les populations. Vous devez sensibiliser les populations, leur montrer le bien fondé, de ne pas vendre aux emprises de la route. Steve, je vous poser également ma question. Yesterday, I said something here that there is high time we need to take seriously this school that the head of state created in Boya, the NASLA. We should take this out. It is not the fact that you are in politics, that you know the law. They should take them to these schools, train them on what is their duty. Because I have the impression that ils sont très nombreux qui ne connaissent pas justement leur rôle. That is the point. Il y a des mecs qui ne connaissent pas leur rôle. Yes. Il y a les sénateurs eux-mêmes qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et à un moment donné, vous êtes justement un peu très gentil. Quand vous dites qu'ils sont confus, ouais, vous êtes très gentil parce qu'à un moment donné, je ne comprends pas comment quelqu'un peut descendre de sa voiture et renverser le comptoir d'une dame alors qu'il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants en fait de cette dame, ce qu'elle vit, le calvaire qu'elle vit chez elle. Because they think that they use the taxpayers' money to live on living a sumptuous life on taxpayers' money. They think that this taxpayer and mais cette dame paye. D'après les informations de nos confrères, elle paye. Du moment où chaque jour elle doit donner 100 francs. Of course. 100 francs au marché, elle paye. Donc it is this money that she's paying that is feeding him. En un mois, ça fait 3000 francs. Vous vous inquiétez pas. Steve, il y a autre chose derrière qu'il faut souligner. Oui. Et ça veut dire que on donne même le temps, c'est-à-dire on donne même raison au pouvoir en place. Parce que depuis un moment, on n'arrive pas à implémenter la décentralisation. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés. Yes. Vous ne pouvez pas implémenter quelque chose où les gens ne sont pas formés. Les gens ne comprennent pas parce qu'on pense que décentralisation, oui, ça va faire. Mais les gens ne sont pas formés. Je vous assure qu'il y a des maires qui ne savent pas lire des projets. C'est compliqué. C'est-à-dire, son périmètre de compétences, il n'en sait absolument rien. Mais il est quand même maire, mais il est quand même chargé de Quand nous étions très jeunes, on regardait justement la télévision nationale, lors par exemple du côté à l'Assemblée nationale du Cameroun, et il nous arrivait souvent de voir des députés en train de dormir. Not when you were when you were young. Pendant qu'on est en train de prendre des décisions, prendre des décisions par exemple, et on transformait ça en comédie, en faisant comprendre que dès qu'on a dit qui lève la main pour adopter, et personne ne sait ce qu'on a adopté en fait. Steve, let's be realistic. As a human being, there are certain, once you are from 75 years, 80 years, I mean, nature has it that you cannot sit down. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez avoir 80 ans, vous pouvez avoir 100 ans, si vous gérez bien. Vous pouvez avoir la sagesse, vous pouvez avoir l'intelligence. Sur le continent africain, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, sur le continent africain, justement, on allait vers les vieux parce qu'ils avaient la sagesse. Yes. Je me rappelle de ce que, moi j'ai vécu avec mon grand-père, il est moi 120 ans. C'était quelqu'un qui était énormément sage. Mais aujourd'hui, bon, j'ai souvent l'impression que les vieux ne sont plus sages. That's what I mean by they don't sit down again. C'est le gros problème que j'ai. Bon, et tout passe par l'argent. Bon, comme on a dû me faire les doigts. Le gompo. Non, monsieur, bon, ça fait sourire, mais c'est pas une bonne chose. Hein. En tout, j'espère seulement que, comme il est Dieu, parce qu'apparemment il est Dieu de ce côté-là. Absolument. Non, mais il n'est pas Dieu de ce côté-là. Mais je vais dire que. Il a besoin de cette dame pour être élu. Absolument. Il a besoin de cette dame pour vivre. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'il ne s'occupe même pas de cette dame qu'il a élue. Absolument. Ce que je dois aussi dire, c'est que nous ne sommes pas en train de faire la promotion de la violence. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Et à la dame aussi, on ne réagit pas de cette façon. Je voudrais simplement dire que je peux comprendre la dame que violence appelle violence. Mais prochainement, il ne faudrait plus agir de cette façon. On peut quand même agir, c'est quand même une haute personnalité de ce pays, où on n'a pas le droit. Je vais vous dire une chose, hein. Même si c'est quoi. Jackson Jock, ne dites pas ça. Jackson Jock, ne dites pas ça. Je vais vous dire une chose. Nous avons fait une enquête d'ailleurs et nous nous sommes rendus compte d'une chose extraordinaire, c'est qu'au cours de ces élections, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas qui est leur sénateur. Si vous allez dans Douala 3e, dans Douala 5e, dans Douala 2e, vous demandez à une dame, quelle qu'elle soit, qui est votre sénateur, elle vous dira qu'elle ne le connaît pas, même pas son nom. Absolument. Je vous le dis clairement, il y a des gens qui ne connaissent pas leur sénateur de visu. C'est vrai, parce que les gens ne s'intéressent même pas. Je vous le dis clairement. Yes. Les gens ne s'intéressent pas. Il y a des gens qui s'intéressent à leur quotidien. No, another problem is that these representatives, they don't come down to the people. Moi, je vous pose la question, vous connaissez votre sénateur?
Mais je ne le connais pas, j'ai même pas envie de le connaître. Et vous connaissez votre sénateur? Parce que ça n'impacte pas dans ma vie quotidienne. Non, vous devez donc comprendre. Ça n'impacte rien dans ma vie quotidienne. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est pour ça il faut. Je ne suis pas donc sûr que cette dame qui a giflé ce monsieur connaissait que c'était le sénateur. Peut-être, ça on en sait. Mais comme il fait grand bruit de ce côté, c'est sûr que là, tout le monde est au courant de lui de ce côté. Vous savez, on a même des correspondants de ce côté. Hein. On a même des amis. Hein. Il y a des informations qui nous viennent, qui nous parviennent à chaque moment concernant ce sénateur. Et donc, je crois que c'est lui qui est Dieu le Père là-bas. Et je crois qu'il doit se calmer un peu. Maintenant aussi aux populations. Parce que nous sommes aussi aux populations de se calmer également. Se calmer aussi, c'est pas la violence qui règle la violence. Messieurs, allons-y rapidement avec le sujet à la une du quotidien Le Messager ce matin, projet de sécurisation routière, ombre et lumière autour d'un vrai faux plagiat. C'est le titre retenu par nos confrères du quotidien Le Messager ce matin. Absolument, il se trouve que il y a donc un projet, sur la sécurité routière, et le journal estime que le projet qui a été présenté par le ministre des Transports a été plagié. Ça a un concepteur, ça a été plagié, et donc, alors que le ministre, lui, se gargarise d'être le concepteur de ce projet, c'est ce que le journal est en train de dénoncer. Donc, ça veut dire que les gens aujourd'hui comprennent que c'est quelqu'un d'autre, c'est un projet qui a été donc imité, ou alors plagié, comme on le dit. Par contre, le ministre des Transports, lui, il dit que c'est lui qui est le concepteur. Et puis, c'est un projet de sécurisation. Parce que la sécurisation routière, on peut prendre des choses à la légère, mais ce n'est pas à la légère. On ne peut pas prendre un projet comme celui-là, où c'est quelqu'un qui a conçu, quelqu'un d'autre qui a conçu ça, et puis on veut implémenter ça. Vous pensez que c'est la première fois, vous pensez que c'est la première fois qu'on passe la majeure partie de son temps à plagier les projets? Je vous parle d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple simple, il y avait quelqu'un qui a porté son projet ici au Cameroun, le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, c'était son projet, mais on l'a écarté. Et qu'est-ce que le projet est devenu? Mais absolument rien, puisque il est tombé. Vous faites le plagiat, l'esprit même du projet. Parce que les gens pensent que le projet, ça se limite sur le papier. Non, il y a même l'esprit du projet. L'essence. L'essence. Voilà. C'est-à-dire, c'est le concepteur lui-même qui sait ce qu'il doit faire. Mais si vous prenez ça, vous allez voir juste que c'est un papier, et puis vous allez implémenter. Et c'est justement ce qui se passe dans notre pays, hein, surtout sur le territoire national camerounais, et sans oublier sur le continent africain. Messieurs, revenons sur la une de The Guardian Post ce matin, qui nous parle de la reprise de l'élection du maire de la ville de Kumba, Grégory Mbewanou, le nouveau maire, mais l'ancien maire qui est justement Kelengo, déclare que jusqu'à preuve de contraire n'a pas perdu. Steve, et que le problème sera résolu au parquet. No, Steve, I think that if the judicial system in Cameroon should go back to this case again, then they are making the judicial system to be, like a child play. Remember, elections were conducted in this country in February, and about 1 month after... Mais Kelengo a pris justement l'exécutif en mars. He was elected, and it would appear that they were fraud that came with the election, and the elections were contested, and the Supreme Court ruled out that no, they were fraud, they should go for election rerun. They have gone for election rerun, and Kelengo has been voted out because the paper tells us that Gregory Mbewanou is defeating Ngo 42 votes by 33. It was yesterday. Now, if Gregory Kelengo should say, or Victor Kelengo should say, he is going back again to court, I think that the court has to take it. Then if the court takes it and Gregory writes it back, you see, we'll be playing a kind of game, and the council will be on fait le ping-pong. Of course. I think that if the court, could be able to identify cases of fraud and send it back for election rerun, and they have conducted the elections, and the results are something else, I think that Victor just has to accept, because remember, he was the government delegate in Kumba. When they muted from Kumba, from government delegate to city mayor, he came in. And the court identified that no, there were frauds associated with it. So, je vous poserai une dernière question. Hein. Je veux savoir, ces deux personnes sont de quel parti politique? Des two. All of them are CPDM. They are within the CPDM party. C'est le NDPC? Yes, all of them are CPDM. Bon. La question que je voulais poser justement, parce que ce nom-là me revient en tête, c'est lui qui était délégué du gouvernement. Of course. Il est revenu, mais yes. It's the same thing in Limbe. It's the same thing in Limbe. Vraiment, c'est très compliqué. So bon, il quitte délégué du gouvernement, comme il n'a pas été à la grande mairie. Yes. Il veut discuter la mairie. That is it. So he wants to come back and
Bon, d'accord. On vous a compris. Still, politics in this country is more than what we see. D'accord, terminons rapidement avant que nous n'entrions dans le débat ce matin. Chantier routier, la primature Hambourg-Benganou-Djoumessi. Oui, ça. Il est toujours là, Nganou Djoumessi. Toujours au ministère des Travaux publics. Il est toujours là, mais on dénonce. Je vois que depuis peut-être plus de 2 semaines, d'ailleurs pas plus de 2 semaines, à chaque moment. Ça fait déjà des années, on dénonce. Dane, c'est pas lui qui était à l'origine de cette route d'un combien de mètres déjà? D'un kilomètre qui coûtait combien? Oui. The amount. Oui. La route du côté de Babadjou, il y a même plusieurs routes à scandale depuis un certain moment, depuis qu'il est là. On parlait de la lutte d'intérêt, on parlait des commissions, on parlait des rétro-commissions. Maintenant, on nous fait savoir qu'il a été lâché par le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire les collaborateurs du Premier ministre sont en train de le pistoler. À chaque moment, on renvoie les délais de livraison des travaux. À chaque moment. Donc, on ne comprend pas, justement, je ne sais pas ce qui... Des fois, je me dis que peut-être c'est un acharnement, mais non, parce qu'à chaque fois, maintenant, on constate que on relève toujours les insuffisances sur la gestion des marchés publics. Steve, just like what Jackson c'est les choses, saying. ça je ne sais pas qui doit sanctionner ça. Ou c'est le Premier ministre, ou alors c'est le chef de l'État. Like Jackson is saying, currently as we are speaking, the Minister of Public Works is on his way to the West region, because he was here in Douala yesterday. From Douala, he had to go over to Mongo Division, and from there he will continue to the West region. When he came here in Douala, visiting the east entrance into the city of Douala, yes, he gave again another deadline for the completion of the works, which has been extended to December 15th. And the question we were asking was, what was the initial deadline? Now he is coming in to extend their work again to December 15th. You see that there is this kind of, we are not sure, when we take projects, we are not able to say that this project will cover this period of time and we respect the period given. Because when I listened to him speaking yesterday, it was like it is the urgency of the upcoming Shan that is forcing him to say that no, you must complete the work latest 15th of December. Mais il a eu tout le temps, non? That is where la CAN a été reprise à plusieurs reprises. That is the problem. If we had to host the CAN in 2019, what would have become of the state of this road? So when we look at all these things, you see that, like they say in English, when water is standing in a glass for long, dirt accumulates under. I think that once you occupy a certain post for long in this country, there's something wrong. There's something wrong. I mean, there are lapses, and these lapses are seen, by everybody, Steve. Et si bon, j'espère seulement que les problèmes vont s'arranger de ce côté-là. Je rappelle que le ministère des Travaux publics est parmi les ministères qui ont le plus gros portefeuille de l'État. Et pendant ce temps, on va pas le travail sur le terrain. Et quand on construit une route, à peine 2 ans, ou bien parfois même 6 mois, on revoit encore les trous. Et il n'y a personne pour fermer justement ces trous. Non seulement il n'y a pas un contrôle, peut-être que le contrôle passe, je n'en sais absolument rien, mais aussi, on doit aussi parler des usagers. Vous savez, je vois tout le temps ici les usagers, les camions qui passent. Il faut respecter un certain... Il y a le tonnage qu'il faut respecter. Lorsque vous ne respectez pas ça, vous abîmez la route. And they know that the road has a lifespan. Aussi la route. Donc les usagers doivent aussi comprendre qu'il y a un tonnage à respecter. Lorsque vous partez au-delà, vous abîmez la route. Et là, ces routes-là ne peuvent pas atteindre 10 ans. Parce qu'une route, la durée d'une route, c'est de 10 ans. Si vous, minimum, c'est-à-dire, si vous utilisez ça de façon abusive, elle ne peut pas survivre jusqu'à 10 ans. Mais je vous fais quand même savoir que pendant qu'elle roule, il y a les policiers qui sont là, qui la laissent passer. Oui, absolument. Un petit bac chiche et tout de suite vous taisez. Absolument. Mais sauf que ils passent souvent, hein, on pèse souvent, ils passent souvent. À l'apaiser. À l'apaiser. Et puis, il y a des amendes qui payent aussi. Mais ils préfèrent payer les amendes. Parce que c'est seulement 25 000 francs. Ils préfèrent payer ça à chaque fois. Mettons les amendes au moins à 1 million pour que chacun se case. Absolument. C'est ça. Messieurs, terminons avec une image qui m'a plu ce matin, en espérant qu'à la réalisation, on va nous montrer d'ailleurs l'image de l'œil du Sahel ce matin, à la grande une d'ailleurs. Garoua, l'école primaire d'Amadou Aïdio, 100 ans après. Je ne sais pas si vous êtes passé à côté justement de cette information ce matin. Actually, I did not read it. Actually, I just saw l'œil du Sahel and I did not focus on this issue. Ils ont montré une très belle école, d'ailleurs une école primaire, et justement c'est l'école dans laquelle, il faut préciser par ailleurs, que le premier président du Cameroun a fréquenté. 100 ans après, cette école existe toujours, elle est là. 100 ans après, eh bien nos confrères de l'œil du Sahel ont pris l'initiative justement d'aller dans cette école pour revoir justement si les choses sont toujours, enfin, si tout va bon train de ce côté-là. Absolument. Et cette école existe toujours 100 ans après. Steve, ça m'amène à penser que
Je crois, ça je ne le sais pas, je ne peux pas le confirmer, mais je crois que ce sont les écoles qui ont été construites par les Allemands. Et vous savez, les constructions des Allemands, vous les voyez partout, ces édifices-là sont partout. Ce qui a été construit par les Allemands, ça reste et ça demeure toujours là. Et ce qui a été construit par les Français? Ça, je n'en sais absolument rien. Vous avez déjà vu un édifice français? Bon, allons-y, sortons rapidement de cela. En tout cas, j'aurais voulu justement vous montrer cette image de l'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gatama, c'est le directeur de publication, qui est revenu justement sur l'école d'Amadou Ahidjo 100 ans après. Et ça, il faut le dire, j'ai regardé l'image ce matin, elle était pas mal du tout. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. J'espère seulement que Patient Parfum d'Homme se rappelle également de son école primaire. Vous connaissez votre école primaire d'ailleurs? Steve, yes, I went through two. Vous avez déjà remis les pieds de ce côté-là? Still for long, I have not gone to c'est grave quand même. Hein. No, vous n'êtes pas nostalgique? One would have loved to be, but the security condition of the country this time. Ah oui, c'est vrai, du côté de Bamenda du Nord-Ouest, c'est pas facile. Je dois dire que moi, j'étais même en face de l'école. C'est-à-dire que l'école était en face. C'est la route qui sépare l'école et ma maison. Et donc, j'y vais à chaque moment. Même mes enseignants, je les vois tout le temps. Que ce soit l'école primaire, du collège, je les vois tout le temps. Même celui qui m'a justement enseigné au cours... on m'a toujours dit que les personnes qui étaient à côté des établissements arrivaient toujours en retard. Oui, absolument. Donc, c'était votre cas? Il est arrivé des fois qu'on me fouettait un tout petit peu parce qu'il estimait que mais vous ne pouvez pas être là, à côté de la route et vous arrivez en retard. Donc, ceux qui venaient beaucoup plus loin, quand ils arrivaient... Parfois à 10 km. À 10 km, quand ils arrivaient, mais là, je savais qu'on va absolument me fouetter. Bon, c'est quand même bizarre que vous soyez quand même à côté de l'école et que vous arriviez en retard. Evan Getty, au moins, lui, il connaît son établissement. Ah oui, d'accord, il me fait savoir que lui connaît son établissement. Je vous dis merci d'avoir été là, messieurs, pour cette revue de presse ce matin, revue d'ailleurs très chargée. Nous allons inviter d'ailleurs nos téléspectateurs à aller en kiosque ou encore chez leurs marchands de journaux pour avoir tous ces journaux et quotidiens et sans oublier tous les journaux et quotidiens sur le continent africain. Marie Venachus, passez un bon week-end. Thank you, Steve, and same to you. I hope that you also have a bon, je suis parlé de passer des beaux jours. On espère quand même que ce sera le cas dans les jours à venir. Jackson Dior, bonjour et surtout, bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat. Nous allons nous poser des questions, en tout cas, sur ce qui concerne le Nigeria. Ces derniers jours-ci, le Nigeria est à feu et à sang. Et cette semaine était justement une semaine sanglante. On va justement savoir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Nigeria is a great nation. Le Nigeria est une très grande nation. C'est ce qui nous déclare d'ailleurs dans cette chanson du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tout le monde déclare haut et fort que le Nigeria est une grande nation et que tout le monde est patriote, que tout le monde aime son pays. Voilà pourquoi nous également ce matin nous allons nous tourner vers le Nigeria, car c'est un pays cher à notre cœur, c'est un pays voisin qui est en train de souffrir ces derniers jours et nous voulons justement savoir pourquoi. Car dans les annales, il faut le dire, du monde actuel et surtout chez les Illuminati et sans oublier la soi-disant communauté internationale, il faut partitionner le Nigeria en 4 parties. Est-ce cela qui a démarré? Eh bien, nous également, nous allons nous interroger. Mes invités commencent à arriver ce matin malgré la pluie qui tombe dans la ville. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à nos valeureux techniciens à qui nous ne cesserons jamais assez de dire merci. C'est eux qui donnent la lumière, n'est-ce pas, qui éclaire ce fantastique plateau. Et merci pour cette énième invitation. Merci d'être là ce matin. Je vous ai vu applaudir Timida Kolo. Nigeria is a great nation. J'aurais pu dire que quand je vois cette manière de déclamer son amour pour sa patrie par un jeune Africain, je ne peux qu'être fier. Je pense que les autres doivent prendre la graine et comprendre que c'est ça le patriotisme, aimer sa patrie. Être capable de écrire de si beaux poèmes, de si belles chansons. Dire aux nouvelles générations, aimez votre patrie, aimez votre pays, malgré les problèmes, malgré les difficultés. C'est ça qui fait le charme vraiment de ce jeune chanteur que j'ai découvert là, qui a été pour moi une bonne révélation, malgré le contexte actuel qui se vit au Nigeria. En tout cas, on va dire également aux autres de faire de même, parce que sur notre triangle national, on passe de temps à insulter, à saquer le pays. Et l'une des plus grandes insultes, c'est que vous êtes Camerounais. Oui, à dénigrer. Mais je suis souvent heureux, excuse-moi une seconde, je te l'apprends, de voir qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont tout joyeux quand un soldat meurt au front, au Cameroun. Je dis, mais quelle est cette histoire? Ouais, je crois qu'on a atteint
une limite là, vraiment qu'il faut rapidement corriger parce que c'est pas possible. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'applaudis pour ce jeune chanteur nigérien. Très très belle chanson de Timi Dakolo ce matin. On va accueillir immédiatement André Christelle Fanga. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur José Langos, merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à votre panel trié sur le panel camerounais, l'un des meilleurs, il faut se le dire, parce que on en voit des murs et des pas mûrs dans certaines télévisions, mais à Djibié ce matin, on peut s'en féliciter. Merci beaucoup d'être là ce matin, pasteur André Christelle Fanga. Je vais me tourner vers Albert Anatola ici. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes, je salue, n'est-ce pas, toute la grande famille de DBS La Matinale. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, notamment nos compatriotes qui sont au-delà du continent africain, qui chaque jour font ce qu'ils peuvent pour l'émergence de cette Afrique-là, qui est fière justement de son indépendance, même si c'est encore factice, qui est fière de sa diversité. Mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, ça concerne une problématique qui est désormais peut-être tombée dans les oubliettes. Il s'agit du désordre urbain dans nos grandes agglomérations. Et tout à l'heure, dans ce plateau, sur ce plateau, tant pour moi, j'ai assisté ahuri à une scène qui m'a franchement énervé. C'est-à-dire, vous voyez, pendant que les autorités, le gouvernement est en train de tout faire pour essayer d'améliorer les conditions de mobilité des populations dans les grandes métropoles et quelquefois au-delà, vous avez donc une catégorie de citoyens qui trouvent que chaque fois qu'il peut y avoir un espace vide quelque part, il faut s'installer. J'ai vu tout à l'heure, justement, un marché de canne à sucre qui est en train de s'installer du côté du tunnel de Kouti. Et ils ont déjà constitué des monticules d'ordures au nez et à la barbe, justement, des autorités municipales. Et je crois que la plupart de ces autorités municipales passent chaque jour à cet endroit-là. Alors, je voudrais donc questionner, lorsqu'on parle de la décentralisation, est-ce que c'est à cela que va ressembler la décentralisation? C'est-à-dire le désordre urbain, l'incivisme, dans un environnement où chacun est libre de faire tout et n'importe quoi. Vous avez oublié de dire également que du côté de BP Cité, en montant vers Ndogbat, on a également créé là-bas un autre très grand marché. Allez savoir justement ce qui se passe de ce côté-là. Mesdames, messieurs, nous allons nous intéresser ce matin au Nigeria, très grande nation. Nigeria, semaine sanglante, les violences poursuivent. Que comprendre? C'est notre grande interrogation de ce vendredi 23 octobre 2020. Tout de suite maintenant, voici le débat. Nigeria, semaine sanglante, les violences se poursuivent, que comprendre? Violences policières au Nigeria, à Lagos, les manifestants dispersés par des tirs. La situation restait très tendue dans la capitale économique du pays, mercredi au lendemain de la répression sanglante d'une manifestation pacifique qui a fait au moins 12 morts. La situation demeurait très tendue mercredi à Lagos. Eh bien, la veille, au moins 12 personnes ont été tuées par l'armée et la police nigériane qui ont ouvert le feu sur 2 rassemblements pacifiques, a dénoncé d'ailleurs mercredi l'ONG Amnesty International dans un communiqué. Depuis près de 2 semaines, des milliers de jeunes manifestent contre le pouvoir dans les grandes villes du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent noir. Au moins 30 personnes, dont 2 policiers, sont mortes lors de ces marches. Le pays reste sonné par les violences de mardi dernier, mais un mardi d'ailleurs très sanglant, comme titraient plusieurs unes des journaux et quotidiens internationaux, et sans oublier africains, et surtout également de la presse locale. De nombreuses personnes blessées étaient visibles sur des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux par des manifestants. Toujours sur les réseaux sociaux, les appels à la démission du président de la République Muhammadu Buhari, portés notamment par la star de la musique nigériane, Davido, et ses millions d'abonnés se multipliaient.
Le siège d'une station de télévision connue pour ses liens avec un éminent politicien du parti au pouvoir a d'ailleurs été incendié. Vous l'avez vu sur nos images d'ailleurs sur DBS. C'était mercredi par des casseurs, ainsi qu'une importante station de bus et de nombreux autres bâtiments privés et publics. Plusieurs coups de feu tirés par les forces de l'ordre ont été entendus à différents endroits de la ville de Lagos, ancienne capitale du Nigeria. Mardi donc, de graves échauffourées ont également éclaté dans la capitale, Abuja, où des dizaines de véhicules et de bâtiments ont été incendiés et où la police a été déployée la veille, il faut le préciser, c'était lundi dernier, à Benin City, au sud du pays, réputé pour son fort taux de criminalité. 3 postes de police avaient été pris d'assaut et plusieurs prisonniers de 2 centres de détention avaient réussi à s'échapper. Dans le nord du pays, à Kano précisément, des centaines de jeunes ont pris d'assaut les rues et certains ont brûlé des voitures et surtout des commerces. Le président Muhammadu Buhari, qui avait annoncé en début de semaine dernière démantèlement en tout cas, en semaine dernière, en tout cas, le démantèlement d'une unité des forces de l'ordre controversée et promis une réforme de la police, ne s'est pas exprimé depuis. Mardi, le Sénat l'a appelé à s'adresser de toute urgence au pays et a demandé au gouvernement de répondre aux demandes des manifestants. Outre une meilleure représentation de la jeunesse sur la scène politique, il réclame les augmentations de salaire et plus d'emplois. N'oublions pas également que le Nigeria est gangréné par une corruption extraordinaire. Première puissance économique du continent africain, grâce à son pétrole, le Nigeria est aussi aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Le chômage des jeunes y est massif et la crise économique mondiale provoquée par la pandémie liée au coronavirus n'a rien arrangé. Le pays s'attend à entrer en récession pour la 2e fois depuis 2016. Que comprendre donc de cette crise du côté du Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain, mais surtout la première puissance économique du continent? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vais me tourner vers vous, patient Parfendo. Les jeunes aujourd'hui réclament du travail, ils réclament également des augmentations de salaire et ils réclament plus d'emplois. Mais on le sait, le Nigeria est gangréné par la corruption. Commençons d'abord par avoir une pensée pour tous ces jeunes Nigériens qui sont tombés, oui, pour la plupart à cause des balles, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. C'est des images qui sont assez dures à comprendre. C'est des images qui sont assez dures quand même à pouvoir aujourd'hui accepter, parce que je pense que nos forces de police et de sécurité ont des méthodes assez modernes pour pouvoir encadrer, voire disperser les manifestations. C'est la seule réaction chaque fois qu'il y a une manifestation en Afrique, c'est cette violence brutale, oui, n'est-ce pas, et létale. Je crois qu'il faut que nos décideurs politiques essaient de mieux encadrer, orienter ces forces de sécurité, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes, et quand il y a des problèmes, il faut essayer d'avoir la meilleure méthode possible pour essayer d'encadrer ces manifestants. Alors, ce qui s'est passé au Nigeria ce fameux mardi, pour certains c'était un Bloody Tuesday, pour d'autres c'était un Black Tuesday, est quelque chose de révélateur de la manière dont la plupart de nos États sont gérés, mais surtout comment nos États se débattent dans ce système économique mondial dominant qui est le capitalisme. Et avec ce que ce système économique a comme avatar, n'est-ce pas, mais surtout comme difficulté, dont parmi les plus importantes, là, qui sont la corruption. La corruption qui gangrène le Nigeria depuis son accession à l'indépendance le 1er octobre 1961 est quelque chose à la limite d'effarant, voire surréaliste. Des gens volent au Nigeria sans aucune retenue. Je pense que la seule chose qu'ils ont appris de leur maître anglais, c'est de pouvoir accumuler au maximum, au détriment, oui, de la large frange de la population qui croupit dans une misère indescriptible. Et ça ne peut pas continuer. C'est aussi dangereux, cette situation que vit le Nigeria aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez si bien souligné, le Nigeria est un pays frontalier du Cameroun. Et où on l'a vu avec la guerre du Biafra, qui a démarré en 1967. Chaque fois que le Nigeria tousse, le Cameroun subit. Il s'enrhume oui, automatiquement. Au point de vue de la population, on nous parle de
12-14 millions d'habitants, mais non, on pense que le Nigeria a au minimum 300 millions d'habitants. Imaginons qu'il y ait une implosion au Nigeria. Nous avons près de 2000 km de frontières avec le Nigeria. Si, n'est-ce pas, les prévisions les plus pessimistes, si on a uniquement quelque chose comme 15 millions de Nigérians qui défilent sur le Cameroun, c'est fini, tout sera bloqué, c'est chez nous. Si c'est 50 millions, on sera complètement envahi. Donc, nous n'avons pas du tout intérêt que cette situation-là perdure. Nous n'avons pas du tout intérêt que la classe politique nigérienne ne prenne pas des mesures adéquates pour répondre à cette requête, à cette demande de la jeunesse nigérienne, qui ne comprend pas comment un pays aussi riche ne peut pas créer des emplois décents pour sa jeunesse, ne peut pas créer des infrastructures décentes pour sa jeunesse, ne peut pas avoir une justice qui est capable de sévir à la hauteur des crimes qui sont commis par de hauts commis de l'État, de hauts responsables de certains États fédérés qui font ce qu'ils veulent, qui s'enrichissent à une vitesse incroyable. Je vous avais donné une information ici que l'un des ministres nigériens du pétrole, qui se trouve, je crois, jusqu'à l'heure actuelle, en exil au niveau de la Grande-Bretagne, a volé l'équivalent de ce qui est supérieur au budget du Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez, ça dit ça. Vous comprenez pas ça vous donne le vertige, parce que les chiffres n'ont plus de sens là-bas. Donc, je pense que le président Buhari, qui a d'ailleurs fait une sortie hier pour essayer d'appeler la population au calme, même si beaucoup sont encore insatisfaits, parce qu'il n'a pas condamné la réaction violente. Beaucoup ne sont pas très d'accord avec son discours. Voilà, des militaires. Il faut qu'il essaye de pousser encore davantage et qu'il se saisisse vraiment de ce problème-là pour essayer de commencer de véritables consultations avec cette jeunesse qui trépigne, qui grogne, qui ne comprend pas comment un pays aussi puissant que le Nigeria, la première économie africaine, ne peut pas donner le minimum qu'il faut à sa population. Les gens sont dans la détresse. On nous parle du phénomène de Boko Haram qui sévit au nord du Nigeria. Mais on oublie le sud. Le sud du Nigeria, c'est cet endroit où les mœurs sont débridées, où les familles sont éclatées. Mais j'ai eu une anecdote dans un grand journal de France, Le Monde diplomatique, pour ne pas le citer, où un papa, avec son épouse et ses enfants, le matin quand il se lève, il envoie femmes et enfants en prostitution. Allez vous prostituer. Et le soir, il recueille le fruit du dur labeur de ces dames. Et c'est avec ça que le monsieur compte pour vivre. Et on a tout simplement parce que le gars n'a plus de possibilité de faire autrement. Vous vous souvenez de l'assassinat du leader Ogoni, Ken Saro-Wiwa, le grand poète? Oui. Tout simplement parce qu'il disait que les sociétés pétrolières exploitent du pétrole dans le delta du Niger, surtout dans la région Ogoni, mais ils ne reversent rien en contrepartie, n'est-ce pas, à la localité. On vous parlait de décentralisation tout à l'heure dans votre revue de presse. Mais pire, ils laissent les terres ogoniques complètement, c'est-à-dire que dans une situation oui, c'est-à-dire qu'on répand le pétrole, voilà, une pollution incroyable de cette terre ogonique qui ne donne plus la possibilité à ces populations de continuer à exercer leur activité principale qui est l'agriculture. Donc, vous avez des terres qui sont inadaptés ou bien impropres à l'agriculture. Vous avez du pétrole qui a complètement pollué votre environnement, mais plus grave, vous n'avez pas le retour, n'est-ce pas, de cette manne pétrolière pour vous permettre au moins de vivre décemment. Donc, ce sont ces questions-là qui continuent aujourd'hui de tarauder, n'est-ce pas, d'imprégner tout le corps social nigérien au point où on n'a pas de solution. Hier, je vous le disais encore, je le rappelais, presque un tiers de la production de pétrole du Nigeria est vendue en contrebande du côté du Togo. Oui. C'est ce qu'on appelle le triangle du Togo. Et qui s'enrichit, ce sont justement ces hommes mafieux, ces hommes d'affaires mafieux qui se font plein de poches au détriment des populations nigériennes. Et quand il y a une étincelle qui éclate comme celle qui a pu éclater mardi, oui, on a les conséquences que nous avons là. Il faut rapidement que le Nigeria se ressaisisse. Il faut rapidement que les hommes politiques nigériens se ressaisissent. On vend souvent le parc des aéronefs, n'est-ce pas, de certains hommes nigériens riches. Ils ont des dizaines de jets privés, etc. Mais
on ne voit pas la contrepartie. La contrepartie, c'est que, comme je le disais, une frange importante de la population croupit dans une misère. On dit, les gens vivent même avec moins d'$1 par jour. D'autres pas du tout. Au Nigeria, quand vous avez la chance d'avoir un bol de gari par jour, alors là, votre journée est assurée. Donc, nous sommes là face à une question et on va aborder les autres questions qui sont maintenant d'ordre géopolitique. Pourquoi le Nigeria est dans cette situation? Quelle est l'intention, justement, des Occidentaux par rapport au Nigeria? Quel est le programme de certaines officines occidentales qui continuent de penser que maintenir l'Afrique sur les fausses collines est la chose la mieux partagée? Je pense que, le nord du Nigeria, pour eux, il faut qu'il y ait une partition, qu'il y ait un État. Le plan est d'ailleurs de diviser le pays par 4. Voilà, en 4. où la charia sera appliquée, comme ça on a un État islamique débridé, qu'on peut contrôler comme on le fait avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Du côté de Yoruba, il faut aussi qu'il y ait une autorité là-bas. Du côté de l'Est et du Sud, voilà. Donc, ils ont déjà fait leur plan. Comment ils vont essayer de dépasser le Nigeria. Maintenant, il faut seulement essayer d'aller en application, à appliquer cela. Mais le dépassage du Nigeria va plutôt apporter encore beaucoup plus de problèmes, parce que n'oubliez pas, la manne pétrolière, pour la plupart, a été gérée par les gars du Nord. C'est l'une des causes de l'expansion de Boko Haram. Oui. Si maintenant, il y a ce schisme qui se produit au niveau du Nigeria, ça veut dire que justement, le pétrole du Nigeria ne serait plus entre les mains des gars du Nord. Et vous pouvez vous imaginer que ces gars ne peuvent pas l'accepter. L'unité de police, qui a d'ailleurs été dissoute par le président Buhari, comporte en son sein une grande majorité, n'est-ce pas, des officiers qui étaient originaires du Nord et dont on accusait d'être d'une brutalité inouïe. Donc, vous voyez que dans c'est un mélange. Le Nigeria demande encore à être repensé, à être refondé, que les hommes politiques nigérians essaient de s'asseoir et de réfléchir sérieusement à l'avenir qu'ils veulent donner, n'est-ce pas, à cette région de l'Afrique. Parce que de toute façon, ce qui se passe au Nigeria, ce n'est que le début. Si vous pensez que c'est la fin, ce n'est que le début. Plus la jeunesse va prendre conscience, plus la jeunesse va se sentir marginalisée, elle va poser des actes comme celles que nous voyons là, où les gens n'ont plus peur d'aller agresser des forces de police, d'aller casser des prisons, d'aller détruire des biens. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau de désespérance qui ne permet plus aux gens de voir la vie autrement que par cette manière, cette manière d'imposer un quelconque rapport de force pour que les décideurs du moment puissent les écouter. André Kisselfanga, pour beaucoup de Nigériens aujourd'hui, le président Buhari n'a pas été proactif. Et plusieurs artistes d'ailleurs nigérians demandent sa démission. Je parle par exemple du cas de Davido qui a, il faut le dire, un fan club extraordinaire de millions de personnes qui descendent d'ailleurs dans la rue pour dire à Mamadou Buhari de démissionner. Ben, écoutez, je connais de quoi Davido parle. Il fait partie des réseaux qui veulent la démission ou bien qui ne veulent pas de la gouvernance de Buhari. C'est justement normal. Et vous savez la connexion de M. Davido avec la Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi on veut demander la démission de Buhari aujourd'hui? Parce que les problèmes sociaux deviennent des problèmes politiques. Parce que Davido a une très grande connexion avec la Côte d'Ivoire, oui. Avec la Côte d'Ivoire. Et suivez mon regard. Parce qu'en réalité, le frein du projet de M. Alassane Dramane Ouattara vient du Nigeria. Vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, Mamadou Buhari devient un obstacle pour certains réseaux france-africains ou bien réseaux mondiaux du capitalisme. Parce qu'en réalité, quand le président Mamadou Buhari se met contre l'éco-version Ouattara et Macron, alors il s'attire les foudres de tout ce réseau capitaliste-là qui veulent imposer cette monnaie-là au niveau de la CEDEAO. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est que normal que M. Davido se mette dans cette posture-là, trouvant une faille pour vouloir mettre en mal la gouvernance du président Muhammadu Buhari. Parce que quand même, il faut se le dire clairement, venir demander la démission du président Muhammadu Buhari aujourd'hui, qui d'abord, vous savez qu'il a été très malade et que vraiment il a réussi à revenir vraiment en bonne santé. Ça, il faut remercier le Seigneur pour cela, parce qu'en réalité, il était parti pour ne plus revenir, mais il est revenu. Et quand il revient, il mène un combat tellement important dans la sous-région et même pour le continent, parce que la vérité c'est que si M. Ouattara avait réussi à mettre en place cette monnaie, c'est toutes les économies de la zone franc, de la zone UEMOA, de la zone CEDEAO et l'autre zone aussi, la zone CIMAC, la zone CAC, qui allait souffrir, parce qu'en réalité ça allait imposer, ça allait
vous savez, si vous avez le Nigeria, ça veut dire que vous avez le contrôle de l'Afrique. Ça, c'est ce que les gens oublient parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre géostratégique, mondiale même. Parce que le Commonwealth ne peut pas permettre que le Nigeria soit dans le giron francophone. Parce que c'est ça, en fait, le projet. La France veut récupérer certains pays du Commonwealth, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire le Nigeria, pour faire d'eux des instruments pour être véritablement cette puissance que la France veut devenir. Donc, si elle ne réussit pas à obtenir ce gain de cause au travers du mécanisme monétaire qu'ils ont voulu mettre en place, alors là, ça veut dire que Muhammadu Buhari, Nana Akufo-Addo, celui du Nigeria, du Ghana, tous ces leaders nigérians sont aujourd'hui mis en mal. Regardez, vous avez vu le Ghana a déjà sa sécession. Le Togoland qui est en train de se mettre en place. Justement parce que le Ghana a dit non à cette monnaie ou bien a tenu tête à certaines autres personnalités mondiales. Oui. Quand vous regardez M. Buhari, il a tenu tête à cette communauté internationale qui a dit non, on ne peut pas accepter de mettre en place cette monnaie-là. Donc vous comprenez que voilà les crises qui s'enlisent un peu de partout. Donc il y a beaucoup de manipulation dans cette crise. On a justement profité d'une occasion. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de bavure policière. On ne dit pas qu'il n'y a pas une mauvaise gestion de crise. Mais on profite justement de cela pour continuer à partitionner, à diviser justement les Nigérians. Diviser les Nigérians. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la situation que traverse le président Muhammadu Buhari n'est pas forcément une affaire simplement parce que les gens, les policiers ont torturé ou bien ont maltraité les Nigérians. Non. On profite de cette occasion parce que posez-vous la question. Comment un seul instant, cette mobilisation de ces grands artistes nigérians, sachant que M. Davido, vous connaissez ses incohérences politiques avec certains leaders politiques. On voit d'ailleurs sur l'écran un autre acteur nigérian qui demande la démission de Muhammadu Buhari. Allez savoir pourquoi. Donc vous comprenez qu'en réalité, le projet c'est que M. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, doit partir, doit quitter le pouvoir parce que la vérité c'est qu'il n'a pas cédé au chantage, aux menaces, à tout ce qui a été fait contre le Nigeria ou bien dans la zone UEMOA par rapport à cette monnaie-là. Donc, aujourd'hui, oui, les jeunes sont dans la rue, ils réclament parce que vous savez, la foule parfois ne réfléchit pas, ne raisonne pas. Dès qu'on leur vend un concept, c'est-à-dire où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci, on ne cherche pas à comprendre de manière géostratégique pourquoi il n'y a pas de... Les dessous de l'affaire même. Les dessous de l'affaire même. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lance seulement. On commence à tout casser, on commence à tout brûler. Alors que la réalité, elle est ailleurs. La vérité, elle est ailleurs. La vérité, c'est que M. Muhammadu Buhari est un obstacle pour les capitalistes. Pour le projet français éco. Quand vous regardez le projet français englobe aussi les États-Unis et englobe toutes ces grandes puissances-là qui veulent avoir la même mise sur le continent africain. Parce que si le Nigeria, qui est la première puissance économique africaine, si le Nigeria, qui a le plus grand nombre de populations, me disait tout à l'heure, la patiente me disait tout à l'heure, là, près de 300 millions d'habitants. Donc, vous comprenez que si vous avez le contrôle sur le Nigeria, vous avez le contrôle sur l'Afrique. Donc, il est très urgent et très important de faire des analyses et de comprendre que non, il y a un problème en deçà de cette situation policière. Donc, ressaisissons-nous, chers Africains, et parfois, parce que dans certains États, c'est normal d'aller dans la rue pour réclamer certaines libertés. Vous comprenez un peu. Mais dans une situation comme celle du Nigeria aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arriver actuellement à demander la démission du président du Nigeria. On vous remercie, André Kisepanga, pour cette première prise de parole. Albert Anatola, ici, on a déjà dit sur ce plateau de DBS matin que le Nigeria, avec l'écho qui avait été pensé d'ailleurs dans les années 80, si on le faisait justement en zone UEMOA, en zone CEDEAO, ça pourrait justement revenir sur le côté de la CEAC et on pourrait... Enfin, les économistes qui étaient sur notre plateau nous ont fait comprendre que le Nigeria pourrait justement être classé 7e pays le plus puissant au monde. Est-ce cela qu'on veut briser aujourd'hui en détruisant carrément le Nigeria et surtout en partitionnant justement ce pays? Oui, disons qu'il faut situer la situation actuelle du Nigeria sur deux points. Sur le point de la gouvernance, tout à l'heure, le patient l'a évoqué. Oui. Le plan géostratégique, les deux patients et Franck ont essayé d'élaguer quelques pistes. Rappelez-vous, il y a plus d'un mois, je vous disais dans le cadre de cette tribune que actuellement le Cameroun fait face à une bataille géostratégique. Pendant cette période, paradoxalement, il y a un politique camerounais, justement, qui nous a balancé un flying flyer, comme vous avez l'habitude de dire, pour nous parler plutôt, pour nous conduire sur la piste
d'un potentiel dauphiné au sommet de l'État du Cameroun. Oui. Et là, nous sommes dans une bataille géostratégique. Je commence par cette piste. Et vous savez que si ça, si c'est justement, ça commence à tousser du côté du Nigeria, ça va s'enrhumer du côté du Cameroun. Oui. Et nous avons vu cela avec Boko Haram. Et vous savez également quelle position le Cameroun occupe au niveau de la zone du Golfe de Guinée. Au niveau du Golfe du bassin du Golfe de Guinée. Quelle est la position du Cameroun? C'est donc ce qui se passe justement du côté Nigeria. Rappelez-vous du côté Nigeria que nous sommes d'abord partis sur l'effet de marche pacifique qui a été porté justement par certaines ONG internationales et une partie de la société civile nigériane. Oui. C'est le point de départ de l'affaire. Et je voudrais quand même vous rappeler que une marche pacifique qui s'adosse sur des revendications est tout sauf pacifique. Ça, je le dis et j'assume ce que je dis, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, justement les Flying Flyers partent généralement d'un problème social pour faire diversion à l'opinion nationale, pendant que justement les laboratoires ou les hommes politiques ou certains groupes de pression s'occupent à d'autres projets moins catholiques, justement, très peu catholiques de ce côté. Et c'est ce qui se passe actuellement du côté là, n'est-ce pas, du côté du Nigeria. Vous, tout à l'heure, je vais vous prouver justement que entre ce qui se passe du côté Nigeria et ce qui se passe du côté de Guinée-Conakry, il y a un lien. Maintenant, pour d'abord revenir dans le contexte nigérian, je note également que l'ambassade des États-Unis a enlevé sa bannière étoilée. C'est quand même un paradoxe, non? Que pour du fait des manifestations violentes dans un pays qui au départ sont des manifestations pacifiques. Oui, alors les États-Unis prennent sur eux de fermer leur ambassade. Moi, je trouve que c'est une grande sécurité. Et là également, il y a un lien. Lorsque vous allez du côté la Guinée-Conakry? Non, du tout. Là, quand vous allez du côté de la Banque africaine de développement et que vous regardez l'actionnariat, vous constatez que les États-Unis sont l'un des actionnaires majoritaires de la Banque africaine de développement et le Nigeria, je crois, vient en troisième ou quatrième. En troisième position. Voilà. Ce n'est pas également anodin. Donc nous sommes dans la géopolitique féroce. Ce qui se passe justement de ce côté-là, c'est vrai que la corruption, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, ce Sani Abacha, on en parlait, sur les autres, sous les prédécesseurs de Buhari, on parle de la corruption. Nous savions que dans un pays où nous parlons, où on fait qui a un système fédéraliste, eh bien, ce sont les gouverneurs, je crois, des États qui gèrent le pactole. Et c'est comment ça se passe. Très souvent, même l'État central n'a pas véritablement la même mise. Oui. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, dans ce qui se passe du côté, justement, du Nigeria, tout à l'heure, Fang l'a bien démontré, ça dit qu'il s'agit, on voudrait justement, on reproche deux choses au Nigeria. Sinon, trois. La première, c'est quoi? C'est que le Nigeria, du fait du poids de son poids économique et de sa population, s'est désolidarisé de l'écho Macron-Ouattara. Deuxième chose, le Nigeria n'a pas encore donné son OK dans la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale parce qu'il y a un certain nombre de conditionnalités qui sont sur la table, qui ont été mises sur la table par le Nigeria. Et qui ne sont pas encore respectées. Justement parce que justement le Nigeria ne veut pas de cette zone de libre-échange continentale qui est inféodée par l'Union européenne. Ça, il faut le préciser. Maintenant, le lien entre ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe du côté actuellement du côté du Guinée-Conakry, c'est que vous avez justement Alpha Condé qui n'est pas partant pour l'écho, bien évidemment, qui est favorable à une monnaie endogène, c'est-à-dire comme le franc guinéen, par exemple, alors que de ce côté-là, vous avez Cellou Dalein Diallo, qui lui, il est partant pour l'écho. Qui dormait d'ailleurs du côté d'Abidjan, il faut préciser par ailleurs. Qui lui, il est partant pour l'écho. Et ne soyez donc pas surpris qu'on nous sorte quelque chose sous le chapeau pour vous dire qu'écoutez, je veux dire, le gagnant de l'élection présidentielle de Guinée-Conakry, c'est Cellou Dalein Diallo. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important, et là je veux davantage parler aux Nigérians, qu'ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de contester, peut-être même de revendiquer le changement du contrat social de ce côté-là, mais qu'ils soient très très vigilants parce qu'ils sont infiltrés par des intrus. Ça c'est important de le préciser parce que Amnesty International ne peut pas aimer les Nigérians plus que les Nigérians. Ça c'est clair. Ça c'est important. Les États-Unis ne peuvent pas aimer les Nigérians plus que les Nigérians.
il y a donc justement un projet de déstabilisation du golfe de Guinée. Et ça, il faut rester vigilant également. Tout à l'heure, je vous disais tantôt que le Cameroun en fait partie. Hein. Le Cameroun en fait partie des cibles, c'est-à-dire des États ciblés par cette déstabilisation, parce que justement, il y a certains États qui sont justement en train de prendre quelques libertés vis-à-vis, pour s'affranchir de l'impérialisme, du carcan impérialiste. Donc, il faut leur créer quelques heures de tension pour qu'ils suivent à ce projet. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Je vais me tourner vers vous, hein, patient parfum d'homme. On le sait, le projet des Occidentaux depuis la nuit des temps, c'est de partitionner le Nigeria, mais également de partitionner le Cameroun en deux. On l'a vu dans les années 80, le début des années 90. À chaque fois que le Nigeria a eu des problèmes, eh bien la majeure partie des réfugiés se retrouvaient directement au Cameroun. Et parfois, ça a souvent créé d'énormes problèmes. Non, mais, ça va de soi. Les deux pays partagent une frontière commune, donc de très longue d'ailleurs. De l'évidence, chaque fois qu'il y a des secousses, d'un côté, les populations ont tendance à se réfugier du côté où il y a une peur relative. Ça se voit au Nozo. Quand au plus fort de la crise du Nozo, les populations se sont déplacées vers le Nigeria. Pendant la guerre du Biafra, on a vu des populations qui sont parties de Nigeria pour le Cameroun. Certains ne sont même jamais retournés au Nigeria. Ils sont d'ailleurs très nombreux au Cameroun. Voilà. Hein. Ils sont très nombreux, ça il faut le dire. On le voit, on l'a vu, on l'avait si bien souligné pendant le pic de la question de Boko Haram, comment même les armées nigérianes, pour se mettre à l'abri, ont été obligées de traverser la frontière pour se mettre en sécurité du côté camerounais. Donc, on a près de 2000 km de frontière. Donc, c'est très grand, c'est énorme. Donc, s'il y a véritablement une implosion, véritable secousse au Nigeria, le Cameroun sera obligé de subir. De subir, ça c'est clair. Ça pose la question de la problématique, n'est-ce pas, de nos unions politiques dont on parle tout le temps. Parce que vous voyez comment, j'allais dire, nos destinées sont complètement imbriquées, complètement liées. Même et d'où la nécessité, sur le plan économique, d'avoir une meilleure coopération entre ces pays-là. Parce que de toute façon, ce qui va se passer à gauche aura des répercussions sur ce qui se passera à droite. Alors, moi, je veux revenir sur la question quand même de la gestion de nos États. La gestion de nos États pose problème. Pourquoi? Il pose problème parce que de plus en plus, quand vous prenez la population, soit camerounaise, soit nigérienne, vous allez voir que dans le diagramme qu'on peut avoir, il y a une forme, à la base, la population jeune a une place très importante. Mais malheureusement, cette population jeune fait face à plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est la difficulté, n'est-ce pas, de l'acquisition des connaissances. Au Nigeria comme au Cameroun d'ailleurs, on voit bien comment l'école devient un lieu où il faut avoir de l'argent pour acquérir des connaissances. L'État a complètement abandonné des pans entiers de la formation, n'est-ce pas, de l'éducation de cette jeunesse-là, entre les mains des privés qui font ce qu'ils veulent aujourd'hui. On le voit très bien. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est l'insertion de ces jeunes arrivés à maturité dans le monde du travail. C'est l'insertion de ces jeunes dans le monde du travail. Mais surtout, les possibilités, j'allais dire, les opportunités que les États se créent pour donner la possibilité à des jeunes d'avoir accès, n'est-ce pas, au travail. Conséquence, nous avons beaucoup de jeunes, souvent même bardés de diplômes, à la sueur de leurs parents, qui arrivaient à stade de maturité pour être maintenant eux aussi actifs dans le monde du travail, se retrouvent pratiquement dans la rue et ont l'impression qu'ils sont des laissés pour compte. Et dans le même contexte, nous avons des hauts commis de l'État, de nos différents États, qui ne se gênent pas de taper dans les caisses de l'État, pire, n'est-ce pas, dans ces caisses d'État, et même grand train de vie. On a l'impression que nous sommes dans un même pays, mais avec des sorts différents. C'est ça le problème qui se pose au niveau de l'Afrique. Et tant que nos décideurs du moment ne vont pas s'atteler à regarder cette affaire-là, elle est réglée dans le fond correctement, je peux vous dire sincèrement que ça va être intenable. Déjà, les prévisions de certaines officines occidentales prévoient depuis un bon bout de temps qu'il y aura des implosions au Nigeria. Parce que les inégalités sociales, la fracture sociale est telle que c'est pratiquement inacceptable. Boko Haram, à un moment donné, a émergé sur ces questions morales. Parce qu'on ne comprenait pas comment on avait un pays aussi riche, mais c'était quelques happy few qui détenaient tout et qui narguaient, de par leur richesse insolente, le reste de la population.
Il faut régler ce problème. Ce n'est pas un problème mineur. Et moi, j'ai l'habitude de vous dire que c'est nous qui donnons des verges à nos ennemis de nous flageller le corps et le dos le moment venu. Parce que quand vous avez une situation qui est comme celle-là, le jeu est facile pour les autres de rentrer là-dedans maintenant et de mettre en pratique, n'est-ce pas, leur agenda. Si nous étions des gens consensueux, des gens qui comprennent que les enjeux sont extrêmement importants, on ferait tout pour boucher complètement, n'est-ce pas, ces fissures par lesquelles l'extérieur peut bien entrer pour faire imploser complètement nos sociétés et nos États et nos pays. C'est ce qui se passe au Nigeria. Ce qui est dramatique au Nigeria, c'est le fait que depuis qu'on crée, depuis que les ONG, pas seulement extérieures, mais même nigériennes, pointent du doigt cette plaie béante que la corruption dans ce pays, l'établissement politique fait semblant comme si de rien n'était. C'est ça. Donc, finalement, on arrive à des situations comme celle-là, où tous ces jeunes que vous voyez dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils veulent obéir à un agenda étranger. Ils vivent dans leur chair cette injustice, ces iniquités. Ils les vivent dans leur chair. Ce n'est pas une vue d'esprit. Donc, quand ils s'expriment tel qu'ils s'expriment là, c'est un cri, n'est-ce pas, de détresse qu'ils envoient à ceux qui ont le pouvoir. Ils disent, donnez-nous une autre opportunité, donnez-nous un autre avenir, parce que notre horizon est complètement sombre. Et ça se voit. Maintenant, la question de l'écho Macron-Ouattara, je peux vous assurer, avec ou sans Buhari, le Nigeria n'ira jamais en direction de cette affaire-là. Mais ne faites pas ça, mais ne connaît pas qui est le Nigeria. Le Nigeria, c'est un monstre, monsieur. C'est pas la blague. Avec ou sans Buhari, les Nigérians n'accepteront jamais d'aller comme ça à la guillotine française. Jamais. Ben, si vous, monsieur... Jamais, jamais. Notre ami Goodluck Ebele Jonathan était là, il aurait dégagé. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il aurait dégagé de la CEDEAO. Attendez, Christelle, il aurait dégagé même par un coup d'État. Ça, il faut connaître l'histoire du Nigeria pour le comprendre. Nous le savons. Au Nigeria, les Nigériens ne sont pas prêts à accepter comment on dit ça, un tour de parampampam comme ça. Non, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que les Nigériens ont souffert. Les Nigériens ont assumé leur monnaie, le Naira. Vous vous souvenez? Peut-être que vous êtes plus jeune. À un moment donné, pour acheter une miche de pain, il fallait un sac de banjok de Naira. Pratiquement. On incitait les Nigériens à aller dans les gens là avec leur fausse monnaie là, mais patiemment, comme des adultes, ils ont construit la crédibilité de leur monnaie. Ils ont une monnaie qu'ils gèrent avec ses hauts et ses bas. Et cette monnaie-là leur a permis de se propulser au premier rang économique de notre continent. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Donc ce qu'on peut dire, et là, ce n'est pas pour balayer d'un revers de main l'argumentaire de Fanga. D'ailleurs, je l'ai dit sur le plan géopolitique, mais je dis que c'est nous qui donnons l'ouverture ou l'opportunité à l'extérieur de rentrer, n'est-ce pas, dans nos problèmes de cuisine interne, parce qu'en interne, nous ne faisons pas les choses de telle manière qu'on ait l'impression que nous sommes tous les citoyens d'une seule et même république. On a l'impression que dans nos États, il y a des citoyens de seconde zone et des gens à qui on a donné nos États en héritage. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs familles, avec les amis, avec leurs copains et coquins. Et finalement, nous autres, nous sommes comme des gens qui sont venus les assister. Vous vous souvenez de Nefke Mortel, le célèbre comédien camerounais, à qui la dame de ménage, il posait la question. Mais les gens comme vous avez venu faire vous-même quoi sur le terre? Et la pauvre dame de lui répondre, mais pour vous accompagner, non patron. Je crois que c'est comme ça que certaines populations africaines ont fini par accepter cette réalité brutale que nous imposent nos élites et nos décideurs politiques. Donc, à chaque fois que cette jeunesse-là, ces populations vont trouver un petit espace pour s'exprimer, ils vont s'exprimer, comme ce que nous voyons au Nigeria, avec les conséquences dramatiques qui peuvent en découler si rapidement, n'est-ce pas, quelque chose n'est pas fait pour endiguer cette vague de colère-là. Pendant ce temps, André Kissel Fanga, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que si ça perdure du côté du Nigeria, eh bien ce sera encore une occasion pour la France de continuer à piller le pétrole du nord du Nigeria en le faisant traverser par le Togo, qui est il faut le préciser, un carrefour pour transporter, parce qu'il faut préciser par ailleurs que du côté du Togo, eh bien les avions décollent et atterrissent chaque 5 minutes. Vous savez, Jocelyn Goss, nous sommes mal barrés quand nous avons une jeunesse qui ne comprend pas les enjeux géopolitiques et géostratégiques.
Nous sommes mal barrés si nous avons une jeunesse qui ne se contente que des problèmes périphériques. Nous sommes mal barrés si nous avons une jeunesse qui ne veut pas comprendre où est le nœud du problème de nos États. Parce que le nœud du problème de nos États, c'est justement ceux qui ont fabriqué les leaders politiques qui sont là aujourd'hui. Parce que quand vous regardez un Davido venir haranguer les foules, mobiliser les gens, il est né où? Il est né à Atlanta, aux États-Unis. C'est un Américain. Il est produit par Sony. Peace Square. Il y a aussi Paul de Peace Square. Et sans oublier qu'ils sont produits par Sony. Mais c'est pour ça que j'essaie de vouloir attirer l'attention. Ils ont un marché. Voilà. Vous comprenez que j'essaie de tirer l'attention pour dire que... On va vous comparer. Non, laissez pas regarder. Vous ne pouvez pas comparer un star nigérian avec des stars camerounaises. Le marché n'est pas le même. C'est pour ça que la différence est nette. Ce n'est pas parce qu'ils ont des meilleures productions musicales. Vous nous avez compris. Mais ils ont un marché. Mais pour l'instant, on doit vous dire que Sony, vous connaissez ce que c'est que Sony. Mais oui, mais parce qu'il y a un marché. Vous comprenez que le problème ne vient pas forcément de la base. Vous comprenez un peu? Aïssi a bien souligné d'abord tout à l'heure. Le problème au Nigeria actuellement commence par les ONG qui commencent à décrier une gouvernance, qui commence à dire des mauvais rapports. Vous savez que même chez nous au Cameroun, les problèmes ont été aggravés ou bien sont toujours accentués quand c'est Amnesty International qui fait que c'est là où les leaders de la société civile, c'est là où certains politicards, comme aime bien l'appeler Albert Anatole ici, se mettent maintenant en branle pour dire que non, voilà, on souffre. Non, en réalité, les problèmes sont réels. Parce que quand vous avez une situation qui ne vous permet pas d'avoir le contrôle sur votre économie, sur votre marché du pétrole, du marché du sous-sol, du marché, de tous les marchés en fait, ce n'est que normal que les avions puissent décoller chaque 5 minutes. C'est la même chose en Centrafrique. Quand vous êtes en train de vous tuer, vous disant, oh, il faut la démocratie, que moi j'appelle la démocratie, vous comprenez un peu. Quand vous êtes en train de vous tuer pour la démocratie, eux, ils sont en train de creuser. Les militaires sont entrés dans le sol et dans le sous-sol, en train de tirer le meilleur de ce sous-sol-là. Donc, ils sont en train d'exploiter. Et vous voyez les hélicoptères, les avions décoller. Vous savez que chez moi, à l'est Cameroun, à Batouri, partout là-bas, les avions décollent aussi chaque 5 minutes. Oui. Donc, ce n'est pas seulement au Togo. Ce n'est pas seulement au Nigeria, c'est un peu de partout en RDC. Est-ce que vous savez que les avions décollent chaque 5 minutes? Mais qui est allé là-bas pour stopper cette activité-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des anciens chefs d'État français qui atterrissent au Cameroun, à l'est chez moi, qui atterrissent chaque fois pour venir faire quoi? Les défenses d'éléphants, les grandes chasses, l'or et le diamant et tout le reste, et ça décolle sans l'avis de personne. Et les populations sont là parce qu'il y a des aéroports privés, des entreprises ont créé des aéroports privés dans surtout ceux de l'exploitation de bois, ont créé des aéroports privés où des avions peuvent décoller, atterrir et décoller sans problème, sans le contrôle de tout le monde. Donc vous comprenez qu'on a des réels problèmes. La France ou bien l'Occident, le système capitaliste ne permettra jamais qu'on ait une société équilibrée, parce que c'est le capitalisme qui dirige la démocratie. Qu'on ne se dise pas que, ou bien la gouvernance mondiale actuelle, qu'on ne se dise pas que non, nos États, nos chefs d'État, nos leaders n'arrivent pas à vouloir à bien gouverner. Mais non. Vous savez des décisions qui coûtent à la tête de nos chefs d'État. La preuve, vous êtes un très grand panafricaniste, monsieur Parfendom. Tous ces leaders africains qui ont pris les devants pour dire non à certaines choses, à une certaine façon de gouverner. Qu'est-ce qui est arrivé? On les a zigouillés. On n'a pas vu comment les populations se sont levées pour défendre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on les a justement écartés des vrais problèmes. Les vrais problèmes africains aujourd'hui, ou bien de nos États aujourd'hui, comme l'État du Nigeria, c'est que la gouvernance n'est pas dictée véritablement par les Nigérians, mais de l'extérieur. C'est ce qui impose le rythme. Et ce qui impose le rythme, c'est justement ces exploitants pétroliers. Parce que si, un seul instant, la guerre de Bakassi a eu lieu, ou bien c'est parce que justement il y a un exploitant pétrolier qui a financé cette guerre, parce qu'il voulait que... Même chose pour la guerre du Biafra. Toutes ces choses-là, le Togoland aujourd'hui au Ghana, qui finance, l'Amazonie au Cameroun, qui finance,
vous allez retrouver que c'est un système savamment bien huilé, nous faisant croire que non, vous êtes là pour défendre vos problèmes sociaux, alors qu'en réalité, les vrais problèmes sont ailleurs. Si un seul instant, le Cameroun pouvait vendre son pétrole à qui il voulait, au prix qu'il voulait, si la Côte d'Ivoire pouvait vendre son cacao à qui il veut et comme il le veut, alors là, nous n'aurons plus de problèmes. Nous n'aurons plus de problèmes de chômage, nous n'aurons plus de problèmes de santé, nous aurons plein de choses. Mais parce que c'est imposé. Mais écoutez, quand vous résistez, même on vous tue. Allez demander à ces leaders-là. Dadis Camara a reçu une balle de son garde-corps. Vous le savez bien, dans cette Guinée-Conakry. Vous savez que Sékou Touré a eu tous les problèmes du monde. Vous savez, vous avez pris le cas du Nigeria avec sa monnaie. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Nigeria avec sa monnaie? Qu'est-ce qu'on n'a pas... on a méprisé le Nigeria à cause de sa monnaie, mais c'est ce que ça a empêché que le Nigeria soit la première puissance africaine. Et il se développe d'ailleurs très bien. Et elle se développe aujourd'hui et qu'aujourd'hui, elle continue à conduire le rythme économique au niveau africain et au niveau mondial. Et sachez une chose, que si un seul instant, le Nigeria a réussi à mettre en place la vraie monnaie, la vraie éco, avec les pays de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, elle sera 7e puissance mondiale. 7e puissance mondiale. Et c'est justement le problème aujourd'hui avec la France. La France ne peut que... la France joue sa position mondiale à cause de ses anciennes colonies, à cause de ces pays où il a encore la même mise. C'est pour ça qu'il peut dire que moi j'apporte 14 États avec moi pour véritablement discuter sa place dans le Conseil des Nations. Donc si vous voyez que l'enjeu est tellement stratégique que si le Nigeria est stable et continue son ascension et qu'il y ait une véritable monnaie de la sous-région CEDEAO et qu'il y ait une monnaie même. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le plan même du leader camerounais, c'est qu'il veut faire aussi une monnaie de cette taille-là, où ça va prendre le Cameroun au-delà des États de la CEMAC, ça va aller aux États de la CEAC, avec même la RDC. Merci beaucoup André Kissefanka. Je vais donner d'ailleurs une information comme vient de m'envoyer avec Alain Patrick Ekoumé pour vous faire comprendre à vous, patient parfum, donc que Sony a été créé par la City, appartient à la City et donc au Rothschild. Donc vous devez comprendre justement ce qui se passe. Je vais me tourner vers vous, Albert Anatole ici. Albert Anatole ici, même si on donne tout à un peuple africain, il finit toujours par se rebeller. Le cas par exemple de la Libye, avec Muammar Kadhafi, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, il a fallu toujours que certaines personnes disent, ben nous sommes marginalisés, nous sommes esclavagisés, on nous traite mal. Oui, ça fait partie de la naïveté d'abord. Oui. N'est-ce pas, des populations et davantage de la jeunesse qui est très souvent instrumentalisée, qui est en première ligne. Et ensuite, ça fait partie de l'absence de formation politique et même citoyenne, n'est-ce pas, de ces populations-là. Permettez-moi d'abord de rebondir sur la prise de parole de certains stars de musique, notamment du Nigeria, c'est-à-dire Davido, Spikwa, et quoi, un truc comme ça. Oui. Je trouve cela irresponsable parce que demander à Boy de missionner, c'est bien, mais c'est le même système, même si c'est l'heure qui revient, c'est le même système. Il y a un chanteur engagé qui est décidé, je crois que c'est Foutien, comme ça, qui est décidé, qui a fait plusieurs fois la prison parce que justement il dénonçait la corruption. Donc c'est donc un problème systémique. De ce côté-là, comme partout ailleurs dans la plupart des États africains, la corruption, la malgouvernance, c'est un problème systémique. Oui. Maintenant, tout à l'heure j'ai indiqué qu'il faut, je pense, changer peut-être le logiciel. Le logiciel, ça ne parle pas des individus. Il faut justement partir des périphéries, des problèmes périphériques pour des problématiques fondamentales. La problématique fondamentale au Nigeria, parce qu'en réalité, les problèmes de corruption et de malgouvernance ne sont que des conséquences des mauvais choix des leaders. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsque vous avez justement des patriotes qui sont aux affaires, je suis certain qu'en mettant en place des instruments d'éducation sociale et collective, eh bien, ça peut marcher. C'est-à-dire que, par exemple, vous demandez aux citoyens, vous leur inculquez dès la maternelle qu'un bien public est inaliénable. Ça marchera. Vous demandez à un jeune du primaire qu'un bien public est inaliénable et vous êtes passible de poursuites judiciaires et même de condamnation à mort si vous l'aliénez. La seule chose qu'on n'a pas aujourd'hui aux enfants du CE1, c'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous voulez dire le libertinage, c'est-à-dire la dépravation morale. Vous savez, ma fille du CE1 est arrivée hier, elle me dit, bon ok, on m'a demandé ce que c'est que la démocratie. Et voilà. Le maître lui a mis, c'est quoi la démocratie? Allez demander à vos parents. Voilà ce qu'on en prend maintenant aux enfants du CE1. La démocratie, c'est une imposture, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie.
Vous voyez, c'est la dictature en réalité. Parce que sous le fallacieux prétexte de la majorité, on fait passer tout et n'importe quoi. Oui. La preuve, c'est que certains, sur le fallacieux prétexte de la majorité, on fait passer une loi qui dépénalise l'homosexualité du côté des Gabon, qui n'est pas une valeur démocratique, à mon sens. Voilà. Claire. Maintenant, tout à l'heure, Passion me parlait justement de l'encadrement des manifestations. Je suis d'accord avec lui. Les bavures, ça existe partout. Même en France, c'est vrai que les médias de ce côté n'ont pas dit qu'il y a plusieurs manifestants des Gilets jaunes qui ont été ébranlés, d'autres tués. Ça, il faut le dire. Ce sont des images qui n'ont pas du tout circulé. Donc, je pense que c'est un problème qui se situe ailleurs. Et puis, il faut quand même indiquer une chose. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle certains manifestants tiraient sur les policiers. Alors, à partir du moment où vous avez là les coups de feu qui sortent de la foule, ça cesse d'être une foule de civils, ça devient n'est-ce pas, une foule de militaires. C'est comme ça que l'histoire des coups de feu a commencé dans la zone anglophone. Oui. C'est-à-dire que vous aviez des individus qui dans la foule des civils, mais qui avaient des armes artisanales qui tiraient sur les hommes maintenus. À partir de cet instant, je pense que la réaction est légitime. Ceci étant, il faut dire une chose. C'est quoi? C'est que il faut qu'on forme notre jeunesse. Et le fait que on impose les instruments de pédagogie qui sont aliénés, qui sont acculturés, qui sont assimilés à notre jeunesse, ça pose un problème. Parce que l'Africain ne connaissait pas la culture de la violence. Aujourd'hui, prenez n'importe quelle chaîne de télévision, lorsque vous zappez, vous trouverez dans la plupart des pays, de ces chaînes qui viennent de là-bas, vous verrez seulement les scènes de violence. Il n'y a que la violence. Vous allez, vous partez sur votre téléphone, vous entrez sur Internet, tapez sur n'importe quelle page, vous verrez les images ou les scènes de violence. Ça ne fait pas partie de la culture africaine. Donc, je pense également qu'il est de la responsabilité, parce que très souvent, lorsqu'il y a des manifestations de ce genre, ce sont des jeunes. Il faut donc attirer la responsabilité des parents aussi. On ne peut pas leur demander d'interdire à leurs enfants d'exprimer leurs droits, d'exiger leurs droits, de les revendiquer. Mais ça doit se faire, à mon sens, dans le cadre de la loi. Ça aussi, il faut le préciser, parce que lorsque vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire, c'est-à-dire vous voulez la démocratie, la liberté, mais vous violez justement ce qui constitue le fondement de la démocratie et la liberté, c'est-à-dire le respect des institutions de la République. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, le temps pour moi de lire des messages. Messieurs, je vais revenir avec vous pour sortir de cette édition de DBS Matin. Le temps pour moi de lire d'ailleurs ces messages. Bonjour, le modeste panel DBS. Disons-nous la vérité, un peuple affamé ne comprendra jamais la situation géostratégique dont parle monsieur le pasteur. Qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de s'occuper véritablement de leur peuple? C'est signé Daga l'Africain ce matin. Bonjour DBS, l'analyse de Fanga est pertinente. Nos dirigeants font sûrement partie du problème de l'Afrique, mais ils ne sont pas le problème. En fait, ils sont plus la conséquence que la cause. Il faut donc former la jeunesse à comprendre les enjeux auxquels elle fait face. S'attaquer aux dirigeants et une diversion des marionnettistes occidentaux. C'est Ngué qui nous écrit. Donc, on revient justement sur ce que vous dites, Albert Anatola, ici. Bonjour camarades, nous avions eu un monteur recruté et payé hier, raison pour laquelle le débat a été le plus inintéressant que j'ai suivi sur votre chaîne. J'ai toujours dit que nous ne devons pas encourager les tueries pour des raisons de géopolitique. Vous devez comprendre que ceux qui ont faim et qu'on tue ne comprendront jamais. Même en Europe, aux États-Unis d'Amérique, les peuples manifestent souvent plus violemment. Il n'y a pas d'hécatombe. La vie de l'Africain coûte très moins cher pour ceux qui doivent la défendre. Merci également à vous, même si cette personne ne nous a pas laissé justement son nom ce matin. Bonjour DBS Matin, bonjour particulier au très grand frère Steve et son illustre panel, bonjour au grand frère Patrick Ndom, patient parfum Ndom, c'est ça il faut le dire, Anatola ici et Christelle Fanga. Pour ce qui est du sujet de ce matin, vous êtes un penseur de thème. Les occidentaux et les prophètes occidentaux qui dirigent nos pays africains veulent à tout prix mettre l'Afrique en mal. Toucher le Nigeria, c'est toucher le continent juste parce que certains présidents ont décidé de penser d'abord à leur peuple. Mais ne peut-on pas, d'ailleurs, dans un couple Afrique
du sud Nigeria pour pouvoir résister à toutes ces machineries. Je vous répondrai tout de suite que l'Afrique du Sud appartient entièrement, totalement à l'Occident. Tout ceci à cause des contrôles des sources, des ressources du sous-sol et du sous-sol. Les Occidentaux ont décidé de mettre en péril tous ceux qui iront à l'encontre de leur projet. La monnaie éco, ainsi, il faut créer les tensions sociales en instrumentalisant un pan de la population qui est parfois ignorant. Continuons à ne pas céder à cela. Bon courage à nos présidents qui pensent d'abord Afrique et une pensée pieuse à la mémoire de ces Nigérians morts. Christ depuis la cité des palmiers. Je vous réponds, Christ, l'Afrique du Sud est aux mains des Occidentaux et appartient d'ailleurs à la zone blanche. Ça, il faut le dire comme ça, ou alors la race blanche. Mais c'est là le combat de M. Julius Malema. Voilà, justement. Jeune leader qui était dans l'ANC et qui est sorti pour aller créer justement son parti. Bonjour Dibier, ce matin, l'Afrique est victime d'une épidémie appelée morcellement des anciens États coloniaux en de très petits États. En effet, c'est l'essence même et le dernier stade du néocolonialisme. L'on observera un peu partout en Afrique des crises politiques organisées par les différents lobbies depuis l'extérieur. Les panafricanistes doivent faire très attention au moment de donner leurs avis sur les problèmes africains actuels. Il ne faut en aucun cas accorder le moins de crédit aux impérialistes en essayant de chercher à culpabiliser à chaque fois les présidents africains. C'est Stéphane Sullivan Onana depuis Bruxelles. Bonjour Dibiès, bonjour aux camarades parfums d'hommes. Il est grand temps que le Cameroun exige une formation militaire citoyenne à partir de 18 ans. N'oublions jamais que c'est la France qui est la marionnette des puissances occidentales cachée dans l'ombre. Ce qui se passe au Nigeria, c'est le Cameroun qui est visé. Restons vigilants. Ceci est un message du Parti communiste du Cameroun. Voilà, Parti communiste du Cameroun, mais la personne ne nous a pas laissé justement son nom. Mais la personne nous écrit avec le 44, donc le 44, je pense que c'est toujours à l'extérieur du pays. Bonjour le plateau et bravo à Fanga pour son analyse. Cette crise nigériane ne profite qu'aux ennemis de l'Afrique. Si le Nigeria tombe aujourd'hui, c'est grave pour l'Afrique. Que nos frères nigérians fassent attention à ce qui se passe là-bas. Que Dieu nous garde. C'est Eli depuis Dapaon au Togo. Monsieur Steve Ngos, bonjour. Hors sujet sur le sujet du débat de ce matin, je m'en excuse. La situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire oblige. Voilà donc Ouattara qui est en train d'exterminer les Ivoiriens sous la protection de la France. Nos vies leur importent peu, sinon l'histoire nous rappelle que pour avoir un traitement assez allégé, certains Noirs étaient érigés en geôliers de leurs frères dans les cales des négriers. Allez voir qui instrumentalise cet artiste nigérian. Et pour dire à ceux qui prennent l'exemple du Nigeria, pour calquer le fédéralisme au Cameroun. C'est M. Outou à Yaoundé et Foulane, le pasteur Fanga m'a pris de court. C'est justement ce que je voulais dire. C'est monsieur qui nous écrit, c'est un fidèle télévisateur, c'est M. Outou depuis Yaoundé. Comme Maman Marie-Claire d'ailleurs. Bonjour à la meilleure chaîne du moment, je vous aime énormément. J'aimerais savoir à quand les débats du dimanche matin. Eh bien, je vous réponds tout de suite. Le premier dimanche du mois de novembre prochain, nous commencerons justement les débats du dimanche. J'aimerais savoir à quand les débats du dimanche, je vous ai répondu. Steve Ngos, tu es le meilleur modérateur au Cameroun, je dirais plutôt un sac de modérateurs. Docteur Willy Fopoussi depuis Point G à Bamako. Merci également à vous depuis Bamako au Mali. Il n'y a pas de message, la personne a supprimé son message. Bonjour Dibier, c'est Latifou Mola depuis Sokodé au Togo. Monsieur Steve, c'est un groupe complot mené par ces impérialistes occidentaux, la France, l'Angleterre et les États-Unis. C'est pour nous détourner de la situation de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment regrettable de voir nos frères nigérians s'entretuer et de tuer de cette façon. Mais croyez-moi, c'est un complot et ces artistes sont des chevaux de Troie de cette manigance à bas l'impérialisme occidental, surtout européenne. Merci à vous mes frères, c'est Latifou Moula depuis Sokodé, c'est du côté du Togo. Permettez-moi de terminer avec les messages, messieurs. Bonjour DBS, parlons peu, parlons vrai. Paul Biya est un visionnaire en matière de politique panafricaine. C'est Védric depuis l'Allemagne ce matin. Vous n'avez pas dit le contraire, patient pas fait de... Bonjour le panel. Le Cameroun doit faire attention. C'est le Cameroun qui est visé. Ça a raté le 22 septembre. Attention, attention. C'est Baba Messi
clair depuis Yaoundé. Je vais d'abord m'arrêter là pour les messages sur WhatsApp. Et d'ailleurs, il y en a tellement sur Facebook. Permettez-moi de lire au moins quelques-uns. Depuis quelques années, l'Afrique subit un vent de déstabilisation initié par des forces exogènes dans le but de piller notre continent. La jeunesse doit prendre conscience des enjeux géopolitiques. C'est Iman Chaketo qui nous écrit d'ailleurs ce matin. Marie-Thérèse Debev nous dit, c'est vrai, nous Africains, nous nous plaignons pour tout. Bien ou pas, Kadhafi avait donné tout gratuit chez lui. Ils ont trouvé quand même le moyen de le tuer. Mokake Alain nous écrit, on a instrumentalisé les populations nigérianes avec le slogan « Stop abus policiers ». L'unité policière a été dissoute, mais ça ne s'est pas arrêté et c'est devenu le départ du président de la République. Donc, en d'autres termes, on a prétexté abus policiers pour faire passer sa véritable raison. C'est ce qu'on vous dit ce matin, patient Pafendo. Stéphane Sullivan de Nana nous écrit également, pour reconstruire une nouvelle Afrique, il faut changer le système éducatif actuel en un système qui intègre notre véritable histoire, notre identité culturelle, notre spiritualité, notre civisme, et surtout notre patriotisme. Si vous me permettez, je vais lire un dernier. Lionel David Condé nous dit que c'est les Occidentaux qui portent les armes en Afrique, qui apportent les armes en Afrique. C'est encore eux qui sont maîtres, docteurs. Arrêtons de pleurnicher. Ce sont eux qui sont en tout cas la cause de nos malheurs. Messieurs, pour sortir rapidement de cette édition, plus que 5 minutes pour sortir de cette édition, pour terminer, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à nos téléspectateurs, patient Parfendo? Non, je pense qu'il faut insister là-dessus. On ne joue pas les aveux par rapport, n'est-ce pas, au dessin géopolitique dans le monde, globalement. On les analyse souvent froidement. Mais je commence à dire, il faut qu'on commence à balayer devant notre propre cour. Pour balayer notre propre cour, il faut que nous insistons auprès des décideurs du moment, des élites du moment, d'avoir un regard prospectif sur leur pays, d'avoir une volonté de tirer vers leur pays vers le haut. J'insiste là-dessus. On ne va pas me demander d'être stoïcien. On dit, souffre meurt sans parler, parce que soi-disant les Occidentaux complotent contre l'Afrique. Mais que font nos propres dirigeants contre leur propre peuple? Que font nos propres élites contre nos propres peuples? On ne peut pas faire semblant de ne pas voir cette réalité. Ça veut dire que nous sommes vraiment en train de faire la portée de l'autruche. C'est inacceptable de penser comme ça. Merci beaucoup, patient Parfendo, pour sortir. C'est inacceptable de penser comme ça. André Kissefanga, je vais vous lire le message de Moukake Alain qui nous dit, on nous distrait avec les basses, malgouvernance, démocratie. On utilise toujours les intellectuels africains qui viennent nous distraire avec les distractions pendant qu'on meurt de faim. Mais ils te parlent de bonne gouvernance, de démocratie, comme si c'est ça qui va donner à manger aux gens. Pour sortir cette édition. Écoutez, l'oligarchie occidentale, néocoloniale, braqueurs et tous capitalistes ne permettra jamais qu'il y ait de la bonne gouvernance dans nos États, parce que c'est eux qui ont fabriqué la plus grande partie. Donc nous sommes condamnés, on va mourir. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire donc? On a besoin de gens comme vous pour réfléchir autrement. Ça veut dire donc qu'il y a un problème. Ça veut dire que messieurs, nous sortons du débat. Nous sortons rapidement du débat. Il faut le reconnaître. Exactement comme justement cette opposition fabriquée pour justement faire le bonheur. C'est l'opposition fabriquée qui maintient les peuples dans la misère. Vous n'avez pas la parole. C'est celui qui maintient les peuples dans la misère. Justement comme justement ces opposants fabriqués par l'Occident, qui doivent dire que nos pays ne vont mal à cause de nos dirigeants. Mais les gens volent, ils parce sont au pouvoir. qu'on ne veut pas aller en profondeur. Oui, mais c'est ça la profondeur. Dites à la jeunesse de se mobiliser contre les entreprises françaises au Cameroun. Non, ils sont mobilisés aussi contre leurs propres frères qui pillent les pays. Écoutez, s'il y a une mobilisation qu'on doit faire, c'est pas possible. Quand vous allez brûler une route, quand vous allez brûler un édifice, c'est l'édifice des Français, c'est l'édifice des autres, c'est l'édifice camerounais. Nous avons un problème. Allez, s'il y a un combat à faire, c'est le boycott total de tout ce qui vient de l'étranger. Et je pense que Haïti a souvent raison de dire sur ce plateau, il faut fermer les frontières. L'Afrique a besoin de fermer ses frontières aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à le faire, nous n'allons jamais réussir notre révolution. Parce que nous aurons toujours cette opposition importée, nous aurons toujours ces leaders politiques, ces artistes fabriqués de toutes pièces. Nous aurons cette société civile. Ces intellectuels qui vont dans les cercles maçonniques, mafieux et tout le reste, prendre des instructions pour venir nous faire dire que non, c'est la volonté du peuple. On est quitté de
abus policier pour Boari Mosgo. Ce n'est pas la même chose au Cameroun. On est en marche pacifique, après ce n'est plus marche pacifique, c'est Bia Mosgo. Vous comprenez que c'est le même disque partout dans cette opposition, dans soi-disant cette société civile qui nous amène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André Kisefanga. Je vais lire un dernier message rapidement pour vous, Albert Anatola ici. Bonjour Dibier, ce qui se passe au Nigeria, c'est à cause de la nouvelle monnaie d'Afrique qui fait problème. C'est Essosima Danier depuis le Togo. Et là encore un dernier. Monsieur Steve, je suis un jeune Togolais chômeur, mais avec ce que j'entends dire, j'ai peur d'aller dans la rue et de réveiller un peu les politiques de peur qu'on ne me traite d'être manipulé par la France. Et je dois croupir et surtout me taire. Albert Anatola ici. Non, je voulais répondre. C'était facile de répondre. Oui. Écoutez, ils ne sont pas dans... je voudrais d'abord indiquer qu'actuellement, il y a au moins 6 pays africains qui ont chacun leur moment de contestation. Hein. Et c'est comme par hasard. C'est normal. Bon, maintenant, pour répondre à ces jeunes, je vais lui faire comprendre que il faut... Et tout à l'heure, lorsque je parle des Flying Flyers, pour prendre votre terme, oui, c'est une vérité. C'est-à-dire que le casting, ce n'est pas des individus, le casting, c'est le système. Ce système, il n'est pas endogène. C'est un système exogène. Référez-vous à M. Tshisekedi, quand il était de l'autre côté n'est-ce pas, de la barrière. Il disait comment il va changer la République démocratique du Congo. Il avait en sa possession la petite baguette magique qui devait transformer la République démocratique du Congo. Depuis qu'il est là, ça bouge, les lignes bougent. Du tout. Je ne sors pas cette question. Merci beaucoup Albert Anatola ici. C'est très important. Il y a aussi Thomas Sankara qui a essayé. Il y a un problème dans notre continent et surtout avec les leaders de ceux qui haranguent les foules. On a un problème tellement sérieux qu'on se contente des problèmes périphériques. C'est-à-dire, on parle des policiers. Les policiers, les tenues des policiers viennent d'où? Le matériel policier vient d'où? Tout ce qui vient là, ça vient d'où? Nous avons des problèmes. C'est ça le vrai problème de notre continent. Nous consommons quoi? Nous faisons quoi pour notre continent? Est-ce que nos leaders, que ce soit ces leaders politiques, soi-disant de l'opposition et de tout le reste, nous ont amenés dans le champ véritable pour trouver des solutions à notre problème? Tous sont dans un même... Merci. C'est moi qui ai gagné les élections présidentielles. Les uns ont dit que c'est moi le vainqueur de l'élection présidentielle. C'est moi qui ai fait ceci. Alors que la vérité, c'est que vous avez une élection avec 6 millions d'inscrits. Vous avez 3 millions d'électeurs et vous dites les 25 autres millions de Camerounais sont où? Vous avez pris leur avis. Vous comprenez qu'on nous a dirigés dans un faux débat qui ne nous apporte pas des solutions concrètes. Parce que si quelqu'un a eu 14% aux élections et vient dire qu'il va se faire sortir la foule, ce n'est que normal qu'il ait 2 personnes en Dokoti. C'est la même chose. Merci beaucoup. Le débat. Merci beaucoup, André Kisefanga. Il faut éduquer notre population. On a terminé, messieurs. Je parle du Nigeria, je parle de tout le monde. Merci beaucoup. Boari Mosgo, ça a commencé par quoi? Non, ne ramenez pas ça. A commencé par merci beaucoup, André Kisefanga. Merci également à vous, Patient Parfait. Je vais sortir de cette édition. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Ne marche pas depuis des années. André Kisefanga, c'est terminé. C'est pas ça le débat. Boari Mosgo depuis des années. André Kisefanga, merci. Merci d'avoir été là. Diallo, je suis vainqueur de l'élection sans que... Écoute, c'est des magiciens. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce matin. Merci messieurs d'avoir été là ce matin pour cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, nous allons commencer avec les débats du dimanche, le premier dimanche du mois de novembre. D'ailleurs, nous serons, il faut le dire, des bandes annonces pour cela. Mais n'oubliez surtout pas, la politique, me dit-elle, un jouet pour les riches qu'ils ne prêtent à personne. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.